Ok. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Normalement, on est bien connecté. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bonjour chers participants. Je ne m'appelle pas Emmanuel Torkia, Majid Yayoui pour vous servir. Je suis responsable du Master Entrepreneuriat et du Bachelor Startup Business Development de PSD. Je coordonne le pôle entrepreneuriat et nous avons souhaité, en discutant avec pas mal de nos étudiants, aborder un sujet qui revient très très souvent, qui est celui de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc, j'ai trouvé deux perles rares sur une équipe de 4. Les deux autres sont juste en back-office derrière. Donc, Alexandre Augrin et Tidiane Woodward, donc les deux cofondateurs avec leurs deux autres acolytes de la startup Noisette et qui vont donc vous présenter les éléments clés sur la blockchain et les crypto-monnaies pour vraiment décrypter ce sujet qui est un sujet plus que d'actualité, surtout depuis que Elon Musk a surinvesti en tout cas sur les crypto-monnaies. Voilà. C'est ça. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, les garçons. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne conférence. On va à peu près être sur une bonne heure à peu près de contenu et on a une bonne vingtaine de minutes, petite trentaine de minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas, en tout cas, à interagir, en sachant que nos deux jeunes start-upers ont fait aussi très bonne, je dirais, intervention, en tout cas, devant nos étudiants de Master Corporate Finance de la semaine dernière, pour encore une fois dire que c'est un vrai sujet d'actualité sur lequel beaucoup, en tout cas, de jeunes, en tout cas, souhaitent se lancer. Et certains ont déjà une belle expérience. C'est le cas de nos jeunes entrepreneurs de ce soir. Les garçons, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va découvrir ensemble les crypto-monnaies et la blockchain. Et pour cela, donc, comme Majid nous a présenté, donc on est les cofondateurs de Noisette avec deux autres associés donc, qui doivent être présents derrière pour aussi répondre à vos questions. Donc moi, je suis cofondateur et CEO chez Noisette et Tidiane s'occupe de tout ce qui est opération et marketing. Noisette, on crée une application qui va vous informer et vous former au monde des crypto-monnaies. Donc en fait, ça peut être pour simplement les utiliser ou pour faire de l'investissement, simplement découvrir la technologie, etc. On va se positionner aujourd'hui comme une EdTech qui va proposer du contenu pour démocratiser l'accès aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider tous les débutants à comprendre ce qui les entoure, à comprendre le sujet de la crypto et à passer le cap de l'investissement si bien sûr ils le souhaitent. Aujourd'hui, sur l'application, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va laisser les utilisateurs réagir et interagir un maximum avec des petits modules pour pouvoir vraiment comprendre comment ça marche. En fait, on va vous laisser tester, bidouiller, vraiment faire des transactions, etc. Pour que vous voyez exactement comment le système fonctionne. Donc aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, tout débute d'un document, un document qui est plutôt technique. Il tient en 8 ou 9 pages, je crois, mais qui est très technique avec un peu de maths, etc., qui s'appelle le Bitcoin White Paper. Donc, c'est le livre blanc du Bitcoin. Et avant la création, la mise en ligne du réseau Bitcoin, on a eu ce document qui a été publié par Satoshi Nakamoto, donc, qui est un anonyme ou un groupe d'ailleurs d'anonymes dont on ne connaîtra probablement jamais l'identité. Mais tout le sujet et tout le domaine de la crypto part de ces 9 pages qui ont été publiées en PDF sur Internet un jour. En 2008. Tout à fait. En 2008 pour une mise en ligne en 2009, c'est ça. Fin 2008, début 2009. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, il représente 1,6 milliard de dollars, 1,6 trillion de dollars. Versus 850 millions en janvier 2018. Donc janvier 2018, c'était lors de la dernière bulle. Donc on était passé de 1500 $ environ à un peu plus de 20 000. Et on était, entre guillemets, avec une capitalisation de seulement 850 millions de dollars. Aujourd'hui, on a un peu plus que doublé. Juste pour comparer ça avec certaines entreprises qui sont sur le marché, Apple, si je me rappelle bien, ils ont une capitalisation de 1,56 trillion. Du coup, juste pour comparer, Bitcoin est aussi grand que des grandes entreprises qui sont là. C'est ça.
Aujourd'hui, on a Christine Lagarde, enfin, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, qui, pendant une présentation, a affirmé qu'il y aurait un CBDC en Europe. Donc, un CBDC, c'est une crypto-monnaie, enfin, un crypto-euro de la Banque centrale. Donc, c'est l'Europe, c'est la Banque centrale européenne qui va décider d'émettre un euro numérique. Et donc, ça, apparemment, on en aura un d'ici les 5 prochaines années. De l'autre côté, on a les États-Unis qui autorisent les banques à effectuer des virements et des paiements en utilisant la technologie blockchain à la place de la technologie Swift. Pour certaines conditions, certaines situations, en fait, la blockchain, elle va coûter un petit peu moins cher en frais. Mais en tout cas, les banques américaines aujourd'hui ont le droit d'utiliser la blockchain à la place du réseau Swift. Ensuite, on a un des anciens patrons de la Fed. Alors, je crois qu'il avait été patron que par intérim, mais il a quand même dirigé la Fed un petit peu, qui a dit que la finance décentralisée, donc ce qu'on appelle la DeFi, ça allait être le futur des banques et que soit les banques allaient s'adapter à la DeFi, soit les banques auraient beaucoup de mal à continuer à faire les activités qu'elles font aujourd'hui. Donc, on a un marché qui bouge beaucoup. Les gouvernements, les États, les entreprises commencent à s'y intéresser pas mal. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette présentation, parce que c'est clairement un sujet d'actualité et c'est important de savoir comment ça se passe et qu'est-ce que c'est. Même aujourd'hui, pendant ces derniers 2-3 ans, on a vu le sentiment sur les cryptos et sur Bitcoin en plus particulièrement. On voit que le sentiment devient beaucoup plus positif qu'il y a peut-être 5-6 ans auparavant. Donc, on voit des changements vers le positif pour l'adoption des crypto-monnaies ou des digital monnaies plus particulièrement. Oui, tout à fait. Et cette adoption, notamment, elle se ressent du coup dans le prix des différents actifs. Là, on en a mis donc ce qu'on se considère comme les 2 principaux, à savoir Bitcoin et Ethereum. On reviendra un peu plus tard sur ces 2-là, pas de souci. Mais Bitcoin aujourd'hui qui est valorisé à 51 000 $. Comme on l'a dit, du coup, la bulle de fin 2017, début 2018, on était à 20 000 $. Et juste avant, on avait eu un top à 1200 ou 1500 $. Et sur Ethereum, on est aujourd'hui à 1630. Le dernier top, on était à peu près à ça. Aujourd'hui, on est à peu près au même prix qu'en 2017-2018. Mais voilà, donc ça a quand même bien bougé, sachant que de base, Bitcoin et Ethereum, c'était valorisé 0. Et c'est seulement l'offre et la demande qui fait le prix. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la présentation. Et juste comme ça, la dernière fois qu'on a fait une presse similaire de ça, c'était la semaine dernière et les chiffres n'étaient pas du tout pareils. Donc, on avait 46 000 pour Bitcoin et un peu moins pour Ethereum, si je me rappelle bien. Mais juste pour vous dire, ça change de semaine à semaine, jour à jour, quoi. Tout à fait. Du coup, on va commencer par Bitcoin, donc qui est vraiment l'origine de tout. C'est le premier, on considère que c'est la première expérimentation de crypto-monnaie qui fonctionne. En fait, Bitcoin, quand Satoshi Nakamoto a publié le white paper en ligne, il a vraiment appelé ça un concept. C'était vraiment une preuve que son concept allait fonctionner et qu'on pouvait créer un système comme ça décentralisé. Et oui, voilà, c'est une première expérience qui pour l'instant est un succès. Donc Bitcoin. Alex, pour rebondir là-dessus, c'est vraiment important de préciser que le pressentiment vers Bitcoin a beaucoup changé depuis sa conception au début. Comme Alex vient de dire, de base, c'était vraiment un proof of concept. On voulait vraiment prouver que la techno existait. On donnait des bitcoins à ses potes, on en donnait gratuitement sur Internet. C'était vraiment pour inspirer l'adoption à la monnaie. Mais maintenant, et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de valeur à la monnaie concrète, vu qu'on ne pouvait pas le trade ou c'était beaucoup plus difficile de le trade avec d'autres personnes. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut le trade. Il y a vraiment les gens ont donné de la valeur au truc et du coup, la valeur a augmenté depuis. Oui, tout à fait. Pour revenir sur le Bitcoin, du coup, la première chose à savoir, c'est comment on écrit Bitcoin. Il y a 2 façons d'écrire Bitcoin, avec un B minuscule ou avec un B majuscule. Nous, on va commencer du coup par Bitcoin avec un B minuscule qui correspond à la monnaie Bitcoin. C'est vraiment la monnaie et non la technologie blockchain.
Donc, quand on parle de Bitcoin avec un petit b comme ça, c'est vraiment la monnaie Bitcoin. C'est comme si on parlait de l'euro. Aujourd'hui, la monnaie Bitcoin, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Donc, en nombre total d'unités, il n'existera jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Donc, ça crée un espèce d'effet, une mécanique de raréfaction, surtout avec le système des récompenses par bloc, pardon. On reviendra dessus un petit peu plus tard quand on parlera du minage. Aujourd'hui, Bitcoin, il est capable de gérer 3 à 5 transactions par seconde. Donc, c'est pas énorme. Visa, ça peut traiter des dizaines de milliers de transactions. Alors, ça fait pas forcément des dizaines de milliers de transactions par seconde, mais le réseau en soi est capable de supporter cette charge. Bitcoin, c'est clairement pas fait pour. Après, il existe des surcouches sur Bitcoin qui permettent de faire beaucoup plus de transactions, mais c'est pas le réseau original. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée. Donc, il n'y a aucun organe de contrôle. Par exemple, quand on a l'euro, on a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui va contrôler l'émission d'euros et qui va contrôler le nombre d'euros qui est en circulation dans les banques, sur les marchés financiers, etc. Là, Bitcoin, c'est totalement décentralisé. Il n'y a pas une personne ou un groupe, une entreprise ou qui que ce soit qui peut décider tout seul qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Est-ce qu'on peut augmenter le nombre qu'il existe ou est-ce qu'on peut le mettre à jour, etc. Ensuite, la plus petite unité de mesure d'un Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le Satoshi, donc en hommage à Satoshi Nakamoto, bien sûr. Et donc, un Satoshi, c'est 0, alors il y a 701 Bitcoin, donc c'est la 8e décimale du Bitcoin. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça vaut pas grand-chose, 0,000388 centimes d'euros. Et donc ça, c'est vraiment la plus petite mesure. Et donc, en soi, quand vous faites une transaction en Bitcoin, vous pouvez payer le minimum de frais qui est de 1 Satoshi, même si votre transaction, du coup, elle passera pas très vite, mais encore une fois, ça sera dans la partie du minage. Et enfin, pour finir sur la monnaie Bitcoin, c'est open source. Le document, le Bitcoin White Paper a été publié directement. Tout le monde pouvait le copier. Le code, il est sur GitHub. Il y a énormément de développeurs qui travaillent dessus. Vous, si vous êtes un petit peu développeur, je ne sais pas, mais vous pouvez aller voir le code, le lire, l'auditer, proposer des modifications, etc. C'est vraiment une monnaie collaborative, entre guillemets. Et donc, cette monnaie Bitcoin, elle utilise la technologie blockchain. Donc, la technologie blockchain, il ne faut pas que ça vous fasse peur déjà, parce qu'en soi, la blockchain, c'est seulement une combinaison de plusieurs technologies. Donc, on va avoir des mécanismes pour l'ajustement de la difficulté, on va avoir les clés asymétriques, etc. Et donc, en fait, Satoshi Nakamoto, ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait, c'est simplement qu'ils ont pris plein de technos qui existaient tout autour et puis ils les ont mis ensemble pour créer une nouveauté qu'on a appelée la blockchain et qui est donc un registre distribué. La blockchain, pour sécuriser le réseau et pour valider les transactions, la plupart, bien évidemment, en tout cas celle de Bitcoin, utilise un principe du minage, le principe du minage, qui est donc de donner de la puissance de calcul, donc de la puissance hardware de son ordinateur dans le réseau pour vérifier. Alors là, on a un petit exemple de transaction entre deux utilisateurs. Donc, imaginons que l'utilisateur qui est en haut à gauche, il veut acheter quelque chose à l'utilisateur qui est en bas. Donc, ce qu'il va faire, c'est que lui, il a de l'euro. Donc, déjà, il va aller sur une plateforme d'échange. Il va échanger ses euros contre du Bitcoin, par exemple. Et ensuite, il va réaliser un transfert de son adresse à lui, donc de son portefeuille, en fait, au portefeuille de l'autre utilisateur. Et l'autre utilisateur, pareil, dans l'autre sens, il pourra passer du Bitcoin à l'euro. Donc là, on a fait les étapes 8, 1, 2, 7. Mais en fait, entre les deux portefeuilles, donc par exemple, si moi j'envoie des Bitcoins à Tidiane, donc de mon portefeuille à celui de Tidiane, il y a tout le mécanisme du minage qui passe entre ces deux étapes. Donc notamment, moi, quand je vais envoyer des Bitcoins à Tidiane, ça va créer une transaction sur le réseau. Donc ça va écrire sur la blockchain, Alexandre a envoyé des Bitcoins à Tidiane. Ça va être diffusé sur le réseau. Donc tout le monde va voir que j'ai envoyé des Bitcoins à Tidiane.
Et ensuite, il y a les mineurs qui vont vérifier que je puisse envoyer les bitcoins à Tidiane. Donc, si je veux lui envoyer un bitcoin et que j'en possède 0, les mineurs ils vont dire attention, Alexandre, il ne peut pas envoyer ses bitcoins, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, si j'ai bien un bitcoin dans mon wallet, dans mon portefeuille, là, les mineurs ils vont dire ok, la transaction, elle existe, elle est bien là. Et donc, à ce moment-là, la transaction, elle est validée, elle est rediffusée. Donc, tout le monde, après avoir eu la diffusion de « Ok, Alexandre, il a envoyé la transaction », maintenant, tout le monde sait que Alexandre, il a envoyé la transaction, il avait bien ses bitcoins, et donc les bitcoins, maintenant, ils sont bien dans le portefeuille de Tidiane. Et pour tout ce processus de vérification, les mineurs, ils gagnent des récompenses dans chaque bloc. En fait, très concrètement, quand il y a une transaction qui va arriver, l'utilisateur, il va payer des frais. Et ces frais, ça va permettre de payer les mineurs. Les mineurs, quand on arrive sur la blockchain, en fait, il n'y a pas que moi et Tidiane sur la blockchain. On va être plein d'utilisateurs. Et donc, les mineurs, ils vont ils vont faire passer les transactions, ils vont valider les transactions qui leur apportent forcément plus d'argent. Si moi, je fais une transaction à Tidiane et que je paye 10 $ de frais, et que de l'autre côté, il y a un utilisateur A qui fait un envoi à un utilisateur B et qui paye 1 $, le mineur, tant qu'à choisir, autant prendre la transaction qui lui rapporte 10 $. Donc, c'est pour ça qu'on a un mécanisme, on peut payer un Satoshi de frais, mais en payant un Satoshi, forcément, on passera après ceux qui vont payer 100, 200, 300 Satoshi par transaction. Juste pour revenir sur les basiques, la blockchain, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une chaîne de blocs. Et du coup, comme Alexandre a dit, sur chaque bloc, c'est là où les transactions se passent. Et chaque bloc va durer 10 minutes environ sur le blockchain Bitcoin. Par contre, les transactions sont que validées à la fin de chaque bloc. Du coup, le mineur qui valide un bloc, il va valider le bloc et ensuite recevoir ses récompenses. Et ça fonctionne par bloc de 10 minutes sur le blockchain Bitcoin. Tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, l'étape 6, donc, qui est la rétribution, donc la récompense. Donc, c'est la récompense qu'on donne à ceux qui vont valider les transactions, ceux qui sécurisent aussi le réseau, etc., qui s'assurent que moi, qui n'ai pas de Bitcoin, je ne puisse pas en créer de nulle part ou que je ne puisse pas payer Tidiane une voiture alors que je n'ai pas de Bitcoin. Et donc, ces récompenses, elles viennent directement des blocs et aussi des frais. En fait, quand le mineur il va avoir miné un bloc, il va gagner, actuellement, c'est 6,25 bitcoins. Donc, dès qu'il y a un bloc qui est miné, il y a 6,25 bitcoins qui sont créés, entre guillemets, de nulle part. En fait, ils comptent dans les 21 millions de distribution. Et en plus de ces 6,25 bitcoins, le mineur il va également récupérer tous les frais de toutes les transactions qui vont se trouver dans le bloc. Donc, s'il y a 1000 transactions à 1 Satoshi, il va récupérer 1000 Satoshi en plus des 6,25 bitcoins. Alex, je pense que c'est un bon moment pour répondre à la question de Gianni. Que se passe-t-il quand la totalité des 25 millions des bitcoins aura été minés? Ouais. Alors, quand les 21 millions de bitcoins ils auront été minés, aujourd'hui, c'est une question qui est en suspens dans la communauté. Il y a plusieurs possibilités. Là, aujourd'hui, si ça se passait demain, les mineurs, donc ceux qui sécurisent le réseau, encore une fois, la seule récompense qu'ils obtiendraient, ça serait les frais de transaction. Donc, le bloc en lui-même leur rapporterait rien, ça serait seulement tous les frais de tous les utilisateurs qui ont fait une transaction qui serait la récompense en soi. Voilà. Mais en soi, il y a plusieurs scénarios et on ne sait pas trop comment ça va se passer au final. Mais tout ça pour dire que le minage servirait que, ou notamment pour sécuriser le système et pas pour recevoir des rewards en tant que mineur. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que le Bitcoin il a beaucoup baissé? Alors, il y a quelques jours, il était du coup à 58 000 $. Aujourd'hui, il est à 51 000, donc oui, il a un petit peu baissé. Oui, voilà. Un peu quand même en pourcentage, c'est beaucoup, mais c'est... C'est ça. Ouais. Après, sa progression, c'est pas étonnant. Voilà. Ok, donc maintenant, on peut passer à Bitcoin avec un B majuscule. Maintenant que vous savez ce qu'est la blockchain et Bitcoin, la monnaie, Bitcoin avec un B majuscule, donc c'est la blockchain Bitcoin.
Et donc finalement, la monnaie Bitcoin, donc avec un petit b, elle est simplement posée sur la technologie blockchain Bitcoin avec un grand B. Donc c'est un grand B, donc 3 à 5 transactions par seconde. C'est également décentralisé donc avec les mineurs, et on peut également parler des nodes. En fait, tout le monde sur le réseau Bitcoin peut devenir un nœud du réseau. Vous pouvez ce soir là télécharger le logiciel Bitcoin. Alors par contre, il vous faudra au moins 300 gigas d'espace disque pour télécharger la blockchain, mais vous pouvez télécharger le logiciel Bitcoin, et en fait, vous allez être un nœud du réseau. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une transaction sur le réseau, vous allez être l'un des relais qui va récupérer la transaction et la redistribuer à tous les autres. Et donc vous vous assurez aussi que toutes les transactions soient bien diffusées, et vous vous assurez que vous avez une vraie copie de la blockchain. Mais ça, on pourra y revenir juste après avec le livre. Donc on en a parlé, on sécurise la blockchain et on valide les transactions grâce au minage. Et comme pour la monnaie en elle-même, la technologie blockchain Bitcoin est open source, et grâce à ça, elle peut être mise à jour. Donc aujourd'hui, par exemple, on est à 3 à 5 transactions par seconde. Demain, après une mise à jour, on pourrait imaginer qu'on passe plusieurs milliers. Alors sur Bitcoin, demain, on ne pourrait pas passer à plusieurs milliers de transactions par seconde, mais potentiellement, on pourrait faire des mises à jour du protocole, vraiment de la technologie en elle-même, pour le mettre à jour. Et du coup, ça, puisque c'est décentralisé, toutes ces mises à jour, en fait, quand il y a un développeur qui va dire « Ok, moi j'aimerais bien faire cette modification sur le protocole », et tout le monde doit se mettre d'accord. Enfin non, c'est pas vrai, c'est la majorité qui doit se mettre d'accord. Mais si la majorité est d'accord pour faire cette mise à jour, la mise à jour, elle se fait toute seule. En fait, on a un cycle, et tous les X blocs, il y a la possibilité de mettre à jour le protocole. Et si on a réuni la majorité des gens derrière notre idée et derrière notre modification de protocole avant que cette deadline elle passe, on peut mettre à jour avec nos modifs. Quand Alex parle des gens, il veut dire les utilisateurs du réseau, et du coup les mineurs notamment. Et, tout à fait. On vient de recevoir toute une gamme de questions super intéressantes. Il y en a par rapport à Bitcoin, donc on pourrait les répondre maintenant. Ouais, alors moi je ne les vois pas assez dans l'autre sens. Quel est le coût d'une transaction sur un Bitcoin? Comme a dit Alexandre tout à l'heure, c'est vraiment l'utilisateur la personne qui fait la transaction qui choisit combien il veut payer. Après, s'il choisit de payer que un Satoshi, comme on a dit tout à l'heure, ça va prendre beaucoup plus de temps que s'il a choisi de payer un Bitcoin, surtout parce que le mineur, la personne qui valide les transactions, il va préférer de recevoir un Bitcoin que de recevoir un Satoshi. Tout à fait. Est-ce que selon nous, le Bitcoin il va augmenter? On ne peut pas trop répondre à cette question, on n'est pas conseiller financier. Mais pour information, le taux d'inflation de la production de nouveaux Bitcoins, il est en dessous de l'inflation de l'or actuellement depuis le dernier halving. Et d'ailleurs, on pourra reparler du halving juste après. Tout à fait, c'est bien vous qui fixez les coûts de votre transaction. Et tout à fait, c'est comme un pourboire aux mineurs. Et donc, plus vous donnez un pourboire haut, plus il va être content et il va vous valider votre transaction rapidement. C'est une très bonne comparaison. Ouais. Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on va continuer et on va reprendre les questions juste après, avant de passer sur la partie investissement peut-être, ou sur la partie Ethereum. Mais donc, pour revenir sur la blockchain, on a 5 piliers fondamentaux qui nous disent « Ok, cette techno, c'est une vraie blockchain ». Parce qu'il existe différentes blockchains et on donnera des exemples juste après avoir donné les 5 piliers. Mais du coup, le premier pilier, c'est qu'une blockchain publique, ça doit être distribué et donc ça doit être identique pour tout le monde. Quand vous pouvez devenir votre nœud, en fait, si moi je suis un nœud de la blockchain Bitcoin, donc je possède le registre avec toutes les transactions Bitcoin, toutes les adresses, etc., tout ce qui est public et disponible en ligne, par exemple, moi j'aurai ma propre copie et je peux la distribuer à Tidiane qui aura sa propre copie et qui sera identique à la mienne. Et dans l'autre sens, si Tidiane y récupère une transaction avant moi, et c'est lui qui va me la donner et on aura la même tous les deux. Ensuite, la blockchain publique, elle doit être transparente. Donc, n'importe qui doit pouvoir accéder aux informations, donc que ce soit aux transactions,
au portefeuille, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la blockchain Bitcoin n'est pas du tout anonyme, elle est pseudonyme. En fait, vous avez une adresse de wallet qui est toujours la même, sauf si bien sûr vous changez de portefeuille. Mais même si là tout de suite sur la blockchain, on ne pourrait pas dire que l'adresse 1234, elle appartient à Tidiane. En fait, là où Tidiane il a acheté ses bitcoins contre des euros, et bah, cette plateforme, elle sait très bien que c'est Tidiane. Et donc ce wallet, il est connecté à l'identité de Tidiane. Et donc c'est pseudonyme parce qu'il y a forcément des acteurs qui connaissent l'identité derrière les wallets. Voilà, c'est pas du tout anonyme. Aujourd'hui, Alexandre, surtout les exchanges, et c'est avec des nouvelles régulations des puissances mondiales, on va dire, pour le know your customer, de savoir le client. Et tout vient de là, pardon, le fait que les acteurs doivent connaître, entre guillemets, la personne avec qui ils font des transactions. Tout à fait. C'est comme pour les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, par exemple. Mais du coup, pour la blockchain, la transparence, c'est vraiment tout le monde peut accéder au wallet, à combien est-ce qu'un portefeuille possède de Bitcoin, par exemple, quelles transactions ont eu lieu, quel bloc a été miné par qui, etc. Toutes les informations qui sont dans la blockchain sont publiques et n'importe qui peut y accéder. Donc la blockchain, elle doit être sécurisée, donc avec un chiffrement asymétrique et notamment par le mécanisme du minage. Donc le chiffrement asymétrique, alors pareil, c'est une des technologies qui a été mixée pour créer la blockchain. Et en fait, ça, c'est simplement que le portefeuille, quand vous créez un portefeuille de crypto-monnaie, c'est comme votre boîte aux lettres, par exemple. Votre boîte aux lettres, le facteur, il peut mettre du courrier dedans. Donc, il y a une ouverture et il y a une adresse, etc. Vous avez une adresse postale dans laquelle vous pouvez recevoir du courrier. Par contre, vous avez une clé que vous seul, vous pouvez ouvrir votre boîte aux lettres pour lire votre courrier. Le portefeuille Bitcoin, c'est exactement pareil. Vous avez une adresse que tout le monde peut voir et sur laquelle ils peuvent vous envoyer des Bitcoins. Et vous avez une clé qui permet à vous seul de pouvoir retirer vos Bitcoins, en fait. Donc, tout le monde pourra potentiellement voir combien vous en avez, s'ils connaissent votre portefeuille, bien sûr, mais personne ne pourra les retirer s'ils n'ont pas la clé. Ensuite, quatrième pilier, le consensus. Donc, tout le monde doit être en accord avec la blockchain. Donc là, c'est encore une fois avec les nœuds. Donc, quand moi, je reçois une transaction, il faut que tout le monde soit d'accord avec cette transaction et qu'elle soit validée par tous, donc qu'elle soit distribuée, etc. Et c'est aussi le cas quand on met à jour le protocole. Il faut qu'il y ait un consensus. Donc, c'est pas tout le monde est d'accord, c'est la majorité est d'accord. Mais si la majorité est d'accord, on fait les mises à jour, on fait les modifications dans les règles, etc. Et pour finir, donc elle doit être immuable et non immutable. Et donc ça, c'est personne ne peut modifier la blockchain. Donc une fois que les différents nœuds, ils ont vu que moi j'ai envoyé des bitcoins à Tidiane, et je peux pas revenir demain et dire ah non en fait j'avais pas envoyé de bitcoin à Tidiane parce que tout le monde sait très bien que j'avais envoyé des bitcoins à Tidiane. Tout le monde a vu la transaction et je peux pas revenir et dire ah non finalement c'est pas vrai. Comme dans l'autre sens, je ne peux pas envoyer des bitcoins à Tidiane et que Tidiane il aille dire ah non, j'ai pas reçu. Donc ça, c'est les 5 piliers d'une blockchain publique. Et à partir du moment où une blockchain ne valide pas l'un de ces piliers, c'est pas une blockchain publique. Par exemple, sur la transparence, donc n'importe qui peut y accéder. La blockchain de Carrefour, par exemple, qui permet d'avoir la traçabilité des poulets, des tomates et de je sais plus quoi, peut-être des œufs ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une blockchain qui est semi-publique parce que finalement, tout le monde ne peut pas accéder à toutes les infos. Il ne faut pas que tout le monde soit d'accord pour que Carrefour mette à jour sa blockchain, etc. La Carrefour est une entité centrale qui contrôle sa propre blockchain. Après, il y a des acteurs aussi, c'est pour ça qu'elle est semi-publique, mais en tout cas, ce n'est pas une blockchain à proprement parler. Et là, vraiment, on insiste sur l'aspect public, vraiment parce que quand ça a été créé avec la blockchain Bitcoin, la philosophie derrière la blockchain, c'était de le créer en public. C'était vraiment le but de la blockchain. Et du coup, les blockchains aujourd'hui qui sont privées
ce sont toujours des blockchains, mais c'est pas exactement, ça rentre pas dans le même délire, on va dire, que Satoshi voulait au début. C'est ça. En fait, on pourrait appeler ça simplement des bases de données, en fait, des bases de données. Là, quand Carrefour fait une blockchain pour partager seulement avec ses partenaires et avoir une page web pour le client qui va lui dire d'où son poulet il vient, ils utilisent une blockchain. Donc là, c'est aussi pour l'expérimentation hein, de la technologie. Mais très concrètement, une base de données, ça serait amplement suffisant. Il n'y a que eux et leurs partenaires qui ont le droit de mettre des informations dans la blockchain. Et l'utilisateur, lui, derrière, il a juste une page web où il a l'historique de là où son poulet a été et de ce qu'il a mangé, etc. Et donc ça pourrait très bien être une base de données, toute simple. C'est ça. Alors, on a quelques questions dans le chat. Ouais. Ah ouais, on a alors, tout, Alex. Je vais les reprendre. Ok, on était là. Chance de devenir une monnaie utilisée de tous dans le futur. Alors, une monnaie comme moyen de paiement, donc ça, tout le monde a son avis. Hein. Moi, personnellement, je considère que Bitcoin comme moyen de paiement de la vie de tous les jours, ça ne sera jamais le cas. Par contre, aujourd'hui, on a des surcouches comme le Lightning Network qui nous permettent de payer, par exemple, je pourrais envoyer à Tidiane 2 Satoshi et que je paierai en frais 0,001 Satoshi. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que les décimales, c'était jusqu'à 8, mais en fait, avec les surcouches du réseau, on peut encore diviser le nombre de Bitcoin. Et donc là, je pourrais envoyer à Tidiane 0,0004 centimes d'euros pour 0,0001 centime d'euros de frais. Mais Bitcoin originel comme moyen de paiement, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, je suis complètement d'accord avec Alexandre, sauf dans le long terme, vraiment long terme futur, moi je trouve que ça sert très bien à être un stockage de valeur. Du coup, comme l'or, comme tous ces autres stockage de valeur, tu mets de l'argent dedans aujourd'hui et dans, je sais pas, 12 ans, tu vas pouvoir sortir plus. Par contre, comme moyen de paiement, pas vraiment autant. C'est quand même une monnaie, donc un moyen d'échange. Ça peut rester un moyen d'échange, notamment il y a des banques qui utilisent Bitcoin pour justement faire passer des très très grosses transactions de plusieurs millions de dollars qui leur coûteraient très cher à faire transiter par du Swift, par exemple. Elles payent quelques satoshi et quand elles sont pas trop pressées, la transaction elle est confirmée en 4 heures et elles ont pu déplacer, des banques ou des particuliers hein, d'ailleurs, qui peuvent déplacer comme ça des centaines de millions de dollars pour vraiment 10 centimes de frais, quoi. Ce qui est totalement imbattable aujourd'hui dans le monde. Et par rapport à la base, pour une banque qui prend 2-3 jours avec des frais astronomiques, c'est incroyable. Vraiment, ça change le game complètement. Tout à fait. Ensuite, est-ce que la moitié des bitcoins ils sont bloqués ou impossibles d'accès? Alors, déjà, il faut savoir que du coup, Satoshi Nakamoto, ça a été un des premiers donc à lancer et à participer au réseau, donc à faire du minage. Donc déjà, Satoshi Nakamoto, on a pu identifier plusieurs wallets lui appartenant probablement. Il y a un peu plus de 1 million de bitcoins dessus, je crois. Ces bitcoins, ils n'ont jamais bougé depuis qu'ils ont été minés. Ils bougeront probablement jamais. Donc, on peut considérer que déjà, il y a 1, quelque chose millions de bitcoins qui sont bloqués seulement par Satoshi Nakamoto. Et ensuite, bien sûr, il y a des millions de bitcoins qui ont été perdus au fur et à mesure des années. Parce que clairement, il y a quelques années, ça valait pas 50 000 $. Donc, quand on perdait 10 bitcoins, c'était pas si grave. On perdait 10 bitcoins et puis on passait à autre chose. Aujourd'hui, perdre 10 bitcoins, ça ferait un peu plus mal. Mais clairement, en 2010, même quand il y a eu les premiers taux de change, que le bitcoin était à 3 centimes, la personne qu'on a acheté 1000, qui l'a mis sur une clé USB, qui a perdu la clé USB, et c'était pas la fin du monde. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Et donc, on ne peut pas vraiment estimer combien sont bloqués. On essaye de savoir, mais il y a des portefeuilles, par exemple, qui n'ont pas de transaction depuis 2010-2011, qui potentiellement, du jour au lendemain, pourraient refaire une transaction. Mais dans tous les cas, il n'y en aura moins que 21 millions. Ouais. Yes.
En plus de ça, un truc vraiment notable et qui se passe de plus en plus aujourd'hui, c'est les grands exchanges comme Binance, juste comme ça, ils commencent à avoir des security funds, du coup des wallets plein de beaucoup de Bitcoin qui sont vraiment juste fixés là au cas où la plateforme est hackée ou ils perdent de l'argent dans une manière ou une autre. Et du coup, ces bitcoins-là, ils sont bloqués. Il y a vraiment beaucoup de bitcoins qui sont bloqués juste pour rembourser les utilisateurs de ces exchanges. Et du coup, avec le temps, au fur et à mesure que il y a plus de gens qui utilisent ces exchanges, il y a plus d'exchanges qui arrivent sur le domaine, on commence à voir beaucoup de bitcoins qui sont juste bloqués sans pouvoir bouger dans ces exchanges en tant que dans ces wallets, juste au cas où ils sont hackés. Et juste pour un exemple, Alex, dis-moi si j'ai tort, mais je crois que Binance, ils avaient des dizaines de milliers de bitcoins juste dans leur wallet comme ça, qui ne vont pas être touchés au cas où ils sont Alors, hackés. Binance, c'est encore différent parce que ces wallets-là, c'est les fonds des utilisateurs. Donc, c'est bien séparé de la plateforme en elle-même, mais leur fonds de sécurité à Binance, il est quand même plutôt faible par rapport à d'autres comme BitMEX, par exemple. Je ne sais plus à combien ils sont, mais ils ont peut-être 80 000 bitcoins bloqués, comme disait Tidiane, simplement au cas où un jour il y a un piratage ou quoi que ce soit qui se passe. Bah, ils ont 80 000 bitcoins pour rembourser tout le monde potentiellement. Voilà. Mais donc, ils accumulent aussi de leur côté. Donc, c'est clair qu'on a de moins en moins de Bitcoin en circulation. Et ça rejoint du coup la question d'après. Le Bitcoin ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il ne va pas s'écrouler à force? Alors, potentiellement, dans tous les cas, Bitcoin, c'est un actif financier, c'est de la spéculation, c'est un marché. Il y a l'offre et la demande, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Surtout de la part des institutionnels, notamment, on en reparlera tout à l'heure, mais on a Tesla et MicroStrategy qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Il n'y en a que 21 millions, on en est à 18,6 de minés, sachant que tous les jours, enfin tous les 4 ans en fait, pas tous les jours, tous les 4 ans, on divise la récompense des blocs par 2. Donc quand on a créé Bitcoin, quand Satoshi Nakamoto a publié Bitcoin en ligne, la récompense pour miner un bloc, elle était de 50 bitcoins. Ensuite, elle a été divisée à 25, puis à 12,5, puis aujourd'hui à 6,25. La prochaine division, ça va être 3,12,5. Mais donc, on diminue au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est de plus en plus long à miner les bitcoins. Et d'ailleurs, les derniers Satoshi, en fait, qui vont compléter les 21 millions, quand on va passer de 20 999 900, je sais pas combien, à 21 millions, ces derniers Satoshi ils vont mettre autant de temps à être minés que les 4 ou 5 premiers millions de Bitcoin. Donc, est-ce que ça risque pas de s'écrouler? Ça peut. C'est un actif totalement spéculatif, un actif financier. Encore une fois, c'est basé sur l'offre et la demande. Et aujourd'hui, quand on voit que MicroStrategy, ils achètent 90 000 Bitcoin, que Tesla en achète 48, et qu'ils en achètent tous beaucoup plus que ce qui est produit chaque jour, c'est clairement ce qui explique la montée du prix. En fait, si tous les jours on mine 1000 bitcoins, les institutionnels actuellement ils en achètent entre 2000 et 3000. Donc voilà, c'est pour ça que ça explose. Pour compléter, le fait que c'est sur l'offre et la demande, aussi très concrètement, ça veut dire que dès que l'offre continue d'augmenter, dès que la demande continue d'augmenter, du coup, les personnes veulent avoir plus de Bitcoin, le prix va continuer à monter. Et du coup, aujourd'hui, on peut voir qu'il y a presque personne vraiment qui ont des Bitcoins sur l'entièreté du monde. Il y a peut-être, c'est 3, 4, 5% en France en tout cas. La courbe peut continuer à augmenter jusqu'au moment où tout le monde en a, ou tout le monde qui en veut en a. C'est ça. C'est ça. Pour revenir rapidement sur le reste des questions, donc est-ce qu'il y a des avantages à être un nœud? L'avantage, c'est que tu vas participer au réseau en redistribuant les transactions. En fait, tu vas vraiment devenir un nœud du réseau, un relais du réseau. Donc, toutes les transactions que tu vas recevoir, tu vas les renvoyer aux autres. Et tu participes ainsi à avoir une blockchain qui est identique pour tout le monde et surtout sur laquelle on ne peut pas dire « Ah bah non, il ne s'est pas passé ça ». Parce que toi, tu as participé au relais de la transaction et donc tout le monde est d'accord que cette transaction a eu lieu.
Très content. Tu n'as pas de rewards, tu ne reçois pas de Bitcoin pour ça. C'est vraiment pour le réseau, quoi. Tout à fait. Comment, avec un minage aussi sécurisé, un scandale de hackage a pu avoir lieu? Est-ce spécifique au Bitcoin ou l'Ethereum peut également vivre ce même scandale? Alors, je ne sais pas de quel hack du Bitcoin tu parles, parce que la blockchain Bitcoin n'a jamais été hack depuis qu'elle a été lancée en 2009. On a un uptime à 99,999997%, parce qu'il y a pendant 7 minutes en 2010, le Bitcoin s'est arrêté. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de hack ni rien. Alors que pour le coup, sur Ethereum, il y a eu un très grand hack qui s'appelle MakerDAO. Il y a eu plusieurs millions de dollars de volés sur un smart contract. Et donc à ce moment-là, sur Ethereum, c'est une chaîne qui est un peu plus centralisée que Bitcoin. Et on a pu décider de revenir en arrière, en fait, et de revenir au moment où les millions de dollars n'avaient pas été volés. Donc ça, c'est un autre scandale, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas eu de hack Bitcoin pour l'instant. Quand on parle de hack sur sur Bitcoin, normalement, on est en train de parler des acteurs sur le réseau. Par exemple, les grands exchanges, c'est eux qui peuvent être hack. C'est pas la technologie blockchain Bitcoin qui peut être hack, c'est les acteurs sur les exchanges sur le système qui peuvent être hack. Et du coup, ça vient du système. Tout à fait. Sur le long terme, est-ce que c'est rentable de se lancer dans la crypto-monnaie? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est de l'investissement pour revendre dans 20 ans, ça dépend de ce que toi tu en penses, de ta vision sur la crypto et la blockchain. Si tu fais du trading, si tu fais partie des 4% de traders rentables, tu seras rentable. Si tu fais partie des 96 autres %, ça ne sera pas le cas. Mais donc, c'est un investissement comme un autre. Oui, c'est un investissement comme un autre. C'est beaucoup plus risqué. C'est high risk, high reward. Donc, ouais, voilà. Pourquoi est-ce que ça a fortement baissé il y a 2 jours? Pas d'explication spéciale. C'est un marché financier. Il y a des zones d'hésitation, des hauts et des bas. Là, ça fait une grosse chute. En fait, en pourcentage, ça fait une très grosse chute. Mais il faut dire que ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas arrêté de monter. On a fait un fois je ne sais pas combien sur Bitcoin. Donc, c'est normal qu'il y ait des petites chutes tout au long de ce trajet. Pas de problème particulier. Là, on chute, mais on est loin de toucher le ancien all-time high qui était à 20 000 d'il y a En fait, on chute, mais on est toujours à double du prix à l'époque. Donc, c'est normal, quoi. On ne gagne pas de Bitcoin en téléchargeant le logiciel de 300 gigas. C'est du bénévolat. Tu participes au réseau, tu le copies, tu as ta propre copie du réseau. Donc, tu peux aussi t'assurer, tu n'as pas besoin de faire confiance à un autre acteur. La blockchain, c'est vraiment, il n'y a pas d'acteur central. Donc, normalement, vous devez vous faire confiance qu'à vous, en fait. Ce qu'on dit dans la blockchain, c'est on ne fait pas confiance, on vérifie. Et en fait, télécharger le logiciel de 300 gigas, c'est exactement ça. C'est vous n'allez pas faire confiance à Binance ou à n'importe quelle plateforme pour vous dire « Ok, il y a X Bitcoin dans ce bloc, etc. etc. » Vous allez vous-même récupérer l'information et la vérifier par vous-même. Est-ce que demain, vous pouvez être mineur pour valider des transactions? Tout à fait. Si vous le faites depuis votre ordi à vous, ça va être compliqué. Aujourd'hui, la plupart des mineurs, ils se mettent dans ce qu'on appelle des pools. En fait, les pools, c'est des groupes de mineurs. Par exemple, moi, si je veux miner avec mon petit ordi portable, là, je ne vais pas aller très loin. Tidiane, avec son petit ordi portable, il ne va pas aller très loin. Par contre, à nous deux, alors là, on va peut-être faire plus d'argent. Et donc, en se regroupant comme ça, on a plus de chances de miner les blocs, donc plus de chances d'avoir les récompenses. Et après, si on mine un bloc, Tidiane et moi, on divise simplement la récompense par 2. Donc, je pense que 3 bitcoins chacun, ça devrait aller. Mais donc oui, tu peux devenir mineur, mais tu ne vas pas devenir mineur tout seul de ton côté, ni avec ton téléphone, ni avec ton ordinateur. Mais c'est arrivé il y a quelques années qu'il y ait une adresse, un portefeuille complètement aléatoire qui a réussi à miner un bloc. C'était encore les 12 bitcoins de récompense. Mais donc c'est la seule fois, je crois, dans les 10 ans où, depuis que les pools existent, donc depuis que les mineurs se rassemblent entre eux, c'est la première fois que quelqu'un gagnait tout seul les récompenses. C'est la même chance que de gagner au loto, probablement.
Mais voilà. Juste pour préciser ça, en se regroupant, par exemple, moi, Alexandre, pour miner, on a plus de puissance de calcul. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plus de chances de recevoir des bitcoins. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que notre application est disponible sur l'App Store? Elle n'est pas encore disponible. Elle sort bientôt. On vous en reparle juste après, à la fin de la présentation. Pas de souci. Pourquoi est-ce que Bitcoin a pris autant d'ampleur alors que c'est une monnaie virtuelle? Alors, Bitcoin, ce n'est pas une monnaie virtuelle, c'est une monnaie numérique, mais ce n'est pas virtuel. Enfin, ce qui est virtuel, c'est tout. Les euros, on pourrait aussi dire que c'est virtuel en soi, puisque la BCE, elle peut décider de doubler, par exemple, tous les euros qui sont en circulation pour faire de l'injection dans les marchés. Par exemple, pendant la crise Covid, là, la dette de l'Europe de 750 milliards, c'est clairement des euros qui viennent de nulle part en soi. Donc ça, on pourrait dire que c'est des euros virtuels. On ne dit pas que c'est des euros virtuels. Le Bitcoin, c'est exactement pareil. C'est une monnaie numérique sur laquelle les gens, donc il y a l'offre et la demande. Il y a ceux qui veulent acheter et il y a ceux qui veulent vendre ou le nombre de Bitcoin disponibles. Mais donc, ça a pris autant d'ampleur parce que Bitcoin, c'est un concept incroyable, une technologie incroyable et c'est une expérimentation qui, pour l'instant, fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas virtuel. Le truc avec Bitcoin, c'est que Bitcoin a de la valeur parce que c'est rare. Par contre, l'euro a de la valeur juste parce que la banque te dit qu'il y a de la valeur, en fait. Du coup, pour comparer les deux, c'est comme avoir de l'or et un euro, en fait. Il y a de la valeur intrinsique, on va dire. Il y a de la vraie valeur parce que c'est rare. L'autre, il y a de la valeur parce que la personne qui est reconnue nous dit qu'il y a de la valeur. C'est ça. La valeur d'une monnaie, c'est vraiment la confiance qu'on donne dans cette monnaie. Aujourd'hui, vous avez confiance dans le fait que votre billet de 5 euros, il y a écrit 5 euros et que ça vaut 5 euros. Si demain, vous perdez cette confiance et que vous vous dites que le billet de 5 euros, en fait, il vaut que le bout de papier, la monnaie n'a plus aucune valeur au final. Aujourd'hui, vous allez acheter votre baguette avec 5 euros parce que le boulanger, il a la même confiance que vous dans la monnaie. Il sait que ces 5 euros, il y a la Banque centrale, il y a l'Europe, etc. Et que ces 5 euros, ça vaut quelque chose. Le Bitcoin, c'est exactement la même chose, mais seulement entre les gens. Donc, si Tidiane, lui, il considère que le Bitcoin, ça doit valoir 20 000 $, il va vouloir l'acheter à 20 000. Si moi, je considère que ça vaut 50 000, je l'achèterai à 50 000. Mais donc, c'est la confiance qu'on donne dans le protocole qui donne la valeur. Pour donner un exemple un peu extrême, si demain, il n'y avait plus de banque centrale européenne ou plus d'Europe, est-ce qu'on pourrait toujours utiliser nos euros? Je ne pense pas. Ouais, probablement pas. Est-ce qu'on possède des bitcoins? Très bonne question. La réponse est oui. Qu'est-ce que le Bitcoin Cash? C'est un fork du Bitcoin. Donc, en fait, on vous a expliqué tout à l'heure qu'on pouvait mettre à jour le protocole quand il y a la majorité des gens qui sont d'accord. En fait, si au final, la majorité des gens ne sont pas d'accord, il y a une séparation de la chaîne en deux. Donc, en fait, vous partez d'une seule chaîne, la blockchain Bitcoin. Et donc là, il y a une mise à jour qui est proposée. Pour le coup, Bitcoin Cash, c'était pour diminuer tous les frais de transaction. Et donc, il y a une partie de la communauté qui a dit « Ok, c'est super top et tout, machin ». Et il y a une partie qui a dit « Bah non, ça marche pas ». La majorité a dit « Bah non, ça marche pas, moi, je veux pas faire la mise à jour ». Donc, on a continué sur la chaîne Bitcoin originelle. Mais la communauté, disons les 10% qui voulaient faire cette mise à jour, ils ont du coup créé une nouvelle blockchain qui est une copie de la blockchain Bitcoin, mais avec cette mise à jour. Donc, en fait, c'est un fork, donc comme une fourchette. On part d'une seule blockchain et à un moment, au point de la mise à jour, les deux se séparent. Il y en a une qui fait la mise à jour et il y en a une qui reste comme elle était à l'origine. Quels sont les sites fiables? On va y revenir juste après. Quelle est la différence entre un nœud et un mineur? Le nœud, du coup, il va seulement être relais de la blockchain, des données de la blockchain. Le mineur, lui, il s'occupe de confirmer les transactions en donnant de la puissance de calcul. Goldman Sachs, 150 000 $. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Un bitcoin à 1 $, c'est possible. Un bitcoin à 1000 trilliards, ça serait possible aussi. Tout est possible. Il y a déjà les 1 million. Juste, je dis ça comme ça. Il y a
il y a des gens qui visent les 1 million et depuis 2015, il y avait des gens sur Twitter qui disaient Bitcoin 100 000, Bitcoin 100 000 et moi, j'y croyais pas et regarde où on est aujourd'hui. Ça se peut. Tout à fait, tout est possible. En fait, c'est seulement, encore une fois, ça dépend de l'offre et la demande. Donc, si les gens sont prêts, enfin, ils ont vraiment tellement envie d'acheter du Bitcoin qu'ils sont prêts à l'acheter à 150 000, il n'y a pas de raison que ça aille pas à 150 000. Si personne n'a envie d'acheter du Bitcoin à 150 000, ça n'ira jamais à 150 000. Ah oui, une chose que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est que quand on compare un Bitcoin et un euro, par exemple, l'euro tu peux que le diviser en 100, tu peux que avoir 100 centimes en fait. Mais un Bitcoin, tu peux le diviser en 8 décimales. Et du coup, pour comparer un Bitcoin et un euro, c'est très compliqué en tant que valeur parce que tu peux le diviser tellement plus. Tout à fait. Immuable, pour les piliers de la blockchain, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier la blockchain. En fait, on va refaire l'exemple, on va vous redonner toute la blockchain, mais en prenant l'exemple d'un livre, peut-être que ça va t'aider à comprendre immuable. Du coup, imaginons que la blockchain, ça soit un livre. Ce livre, du coup, moi j'en ai une copie, c'est moi qui ai créé la blockchain, voilà, ça c'est ma blockchain, j'ai un livre. Dedans, je vais pouvoir écrire des transactions. Donc sur la page, je vais pouvoir dire, OK, moi j'envoie, je sais pas quoi, du Bitcoin, parce que c'est la blockchain Bitcoin, j'envoie du Bitcoin à Tidiane, Tidiane il envoie du Bitcoin à Majid, et puis Majid il me renvoie du Bitcoin. Donc ça, je vais l'écrire sur la première page du livre, et pendant que je vais les écrire, Tidiane, lui, il va avoir son livre aussi, et dès qu'il va me voir écrire quelque chose, il va l'écrire aussi dans son livre. Donc même si moi je perds mon livre ou que je le brûle ou que je fais ce que je veux avec mon livre, Tidiane il se rappelle très bien que moi je lui ai envoyé des bitcoins, que lui il les a envoyés à Majid et que Majid me les a renvoyés à moi. Ce livre, du coup on écrit tous ensemble en même temps dedans. Quand il n'y a plus de place, on tourne la page. Donc ça, quand il n'y a plus de place, c'est quand il n'y a plus de place dans le bloc. En fait, on a écrit toutes nos transactions et puis à un moment, on ne peut plus prendre plus de transactions. Donc on tourne la page. Le bloc, il est fermé. On peut continuer à écrire les transactions. Et surtout, si moi j'écris une transaction dedans, Tidiane, il ne peut pas lire la transaction et dire « Ah ben non, cette transaction, elle n'existe pas ». Et c'est ici que c'est immuable. C'est qu'une fois qu'on écrit dans le livre, on ne peut pas utiliser un effaceur ou je ne sais quoi pour enlever une transaction. Tout ce qui est inscrit, il y est inscrit à jamais. Donc quand on crée une transaction et qu'on écrit un message dedans, le message il reste à jamais dans la blockchain. Gravé dans la pierre. Tout à fait, c'est ça. On est sur quel exchange? Quand on dit transaction, juste comme ça, c'est quand on envoie de l'argent ou on reçoit de l'argent. Une transaction, c'est juste l'envoi de l'argent sur… Tout à fait. On est sur quel exchange? Alors, il y en a plein. Quand on est dans la crypto, en général, on est sur plein d'exchanges différents parce qu'ils ne proposent pas tous la même chose. Et on va y revenir juste après. Du coup, Tidiane a envoyé le lien vers le BitMEX. Parfait. C'est comment le dernier dump, ça fait mal au portefeuille? Alors, oui, ça peut faire mal. Du coup, pour tout le monde, un dump, c'est quand le prix d'un actif, il chute beaucoup d'un coup. Donc là, par exemple, en passant de 58 000 à 51 000 le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle un dump. Voilà. Donc oui, ça peut faire mal si on n'est pas prêt. Que pensez-vous des mystères? Alors, si c'est les mystères autour de Satoshi Nakamoto, oui, alors c'est exactement ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je considère qu'il a créé quelque chose, qu'il l'a donné à la communauté, entre guillemets, il l'a donné à tout le monde, et puis c'est totalement mis en recul. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui c'est. On saura, enfin, je pense, moi, je suis persuadé qu'on ne saura jamais qui c'est, que tous les bitcoins qu'il a minés au tout début du réseau, je suis, moi, persuadé qu'il ne les bougera jamais. Donc personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça évite aussi la situation comme Ethereum. Donc Ethereum, qui est une deuxième crypto-monnaie, dont on parlera juste après, qui a été créée par Vitalik Buterin. Et Vitalik Buterin, si demain il meurt, le réseau Ethereum, malgré le fait qu'il soit décentralisé, ça lui fera un grand coup et ça va faire mal. Alors que si Satoshi Nakamoto meurt, vu qu'on ne sait pas qui c'est, il ne se passe rien. J'insiste sur la philosophie, ça revient sur ce que Alexandre disait, mais Satoshi, quand il a créé la Bitcoin,
il y avait vraiment, pour lui, c'était vraiment juste une preuve, juste pour prouver que cette technologie pouvait exister. À chaque fois, genre quand je fais de plus en plus de recherches, je vois qu'il a tout fait pour protéger sa technologie, en fait. C'est vraiment, il était convaincu que c'était une technologie qui pouvait améliorer le futur, mais pour lui, c'était vraiment pas pour gagner des choses personnellement. Et plus de recherches, moi, je suis convaincu que le mec ou la meuf est très, très convaincu par sa technologie. Il voulait que ça fonctionne, il voulait les partager avec tout le monde. Il ne voulait pas gagner personnellement. C'est ça. Il y avait probablement aucun objectif d'enrichissement personnel parce qu'en créant simplement du code, hein, c'est un bout de code qui a été mis en ligne. Absolument personne ne pouvait s'imaginer que ça vaudrait 50 000 $ aujourd'hui. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout le mystère autour de Satoshi Nakamoto. Je pense que je préfère. Rapport entre Bitcoin et les États, par rapport à quoi? Aujourd'hui, sur la fiscalité, il y a rien du tout qui est flou. Pour information, c'est 30% de flat tax sur les plus-values. Et après, il y a des États qui commencent à s'intéresser aussi au Bitcoin pour acheter une partie de leur trésorerie en Bitcoin pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre la dévalorisation du dollar. Sinon, je ne sais pas la question. Est-ce que ça peut toujours être une valeur refuge, même suite à l'expérience du crash de 2020 lié au Covid? Alors, le crash de 2020, en mars 2020, sur le Bitcoin, on a eu un Bitcoin à 3 850 $. Aujourd'hui, on est à 50 000. Donc, voilà, la question est vite répondue. Qu'est-ce qui a fait qu'à ses débuts, le Bitcoin était aussi instable? Instable dans quel sens? Il n'a pas été instable. Il n'a pas été instable. Au début, pour faire en sorte que sa technologie ne puisse pas être hackée par n'importe qui de personne, Satoshi, ce qu'il a fait, c'est ça c'est des choses que je viens juste de trouver. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte il avait toujours plus de 55% du puissance de minage du réseau entier. Et du coup, il a fait ça pour faire en sorte que si tu as 55% de puissance, c'est là où tu peux hack le réseau. Et du coup, au tout début, Satoshi, il gardait toujours plus de 55% pour justement faire en sorte que sa petite technologie tout aimé serait pas hack et que ce serait vraiment là pour le futur. C'est ça. Avant que du coup il y ait plusieurs mineurs, donc vraiment un réseau décentralisé d'utilisateurs qui se mettent eux-mêmes sur les réseaux et qui, à la suite de Satoshi Nakamoto, maintiennent le réseau. Je propose qu'on passe rapidement sur Ethereum avant de continuer les questions, parce que le temps file. Alors du coup, Ethereum, donc oui, on en a parlé rapidement. Donc Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie. Grande différence avec le Bitcoin. Donc on a Ethereum, donc la blockchain Ethereum qui supporte la monnaie ETH, qui est le token de la blockchain Ethereum. La grande nouveauté de Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est qu'elle apporte la possibilité de réaliser des smart contracts. Donc très concrètement, c'est faisable de développer et de coder des contrats intelligents sur la blockchain qui vont s'effectuer automatiquement. Et on aura un petit schéma juste après pour voir à quoi sert un smart contract. Aujourd'hui, la blockchain Ethereum, donc elle est comme Bitcoin, c'est ce qu'on appelle du proof of work, donc c'est donner de la puissance de calcul, donc la puissance de son ordinateur, sa carte graphique, au réseau pour valider les transactions. Et d'ici quelques mois ou quelques années, on ne sait pas, elle passera en proof of stake, qui est un autre mécanisme pour sécuriser et valider le réseau et les transactions, qui consiste simplement à bloquer de l'argent. Et le fait de bloquer de l'argent, en fait, si vous bloquez 1 million de dollars sur le réseau, vous n'avez pas envie de perdre vos 1 million de dollars. Donc, on vous récompense parce que vous bloquez de l'argent pour dire « Ok, moi, j'ai 1 million de dollars, mais je sécurise les réseaux. Je ne veux pas perdre ces 1 million de dollars. » Donc ça c'est censé. La plupart des blockchains qui sont en proof of stake
dépensent beaucoup moins d'énergie, ont une empreinte énergétique beaucoup plus faible que les blockchains en proof of work. Ensuite, le réseau est un peu plus rapide, 5 à 10 transactions par seconde. Bon, c'est toujours pas fou par rapport à Visa, mais c'est un peu mieux que Bitcoin. Comme Bitcoin, c'est décentralisé, même si, comme on le disait tout à l'heure, le Vitalik Buterin, qui est donc le créateur de Ethereum, il est en vie, on sait qui c'est, etc. Donc même si c'est décentralisé, il a quand même une image forte sur le... Enfin, il est très fort sur le développement d'Ethereum. Donc clairement, le jour où il disparaît, Ethereum, il faudra voir où est-ce que ça va. La distribution, elle est de plus en plus rare. Contrairement au Bitcoin, qui possède du coup 21 millions max de Bitcoin, il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Ethereum, ils ont un nombre illimité. C'est simplement qu'on va les donner de moins en moins vite. Donc si il y a 5 ans, on donnait 10 Ethereum à tout le monde qui validait des transactions, dans 2 ans, on n'en donnera plus qu'un. Donc on diminue comme ça au fur et à mesure les récompenses. Et donc c'est comme Bitcoin, pour le coup, c'est de plus en plus long d'augmenter le poids total des Ethereum sur le marché. Et voilà, pas de quantité maximum d'Ethereum. Donc le smart contract, donc la possibilité de développer des contrats intelligents, ça permet par exemple, aujourd'hui, quand vous allez prendre l'avion, bon alors là c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand vous prenez l'avion, vous pouvez prendre des assurances si jamais il est en retard. En fait, si votre avion il va avoir 1 heure de retard ou si jamais par malheur vous partez pas, vous allez pouvoir contacter votre assurance ou votre banque, etc. pour obtenir une compensation. Avec un smart contract, on pourrait juste coder, donc développer vraiment avec des lignes de code informatiques dans un contrat, dire que, OK, si cet avion, donc ce numéro d'avion qui a été acheté par cet utilisateur X, si cet avion il a 5 minutes de retard, 6 minutes de retard, j'en sais rien, à partir du moment où on détecte qu'il a du retard, puisque tous les aéroports sont connectés sur Internet, on a tous les horaires, etc. Dès qu'il y a un bug, on le sait. Dès qu'il y a un bug, on rembourse l'utilisateur. Donc en fait, plutôt que de passer par un tiers de confiance, qui peut être la banque ou l'assurance, vous allez simplement faire un contrat directement avec la compagnie aérienne. En fait, vous allez signer un contrat et tous les deux, vous allez être sûr que l'autre ne va pas vous la mettre à l'envers, puisque c'est du code informatique, qu'il y a des conditions, si ça, égale ça, il se passe ça. Un deuxième exemple avec Uber. Quand vous commandez un chauffeur, vous passez par Uber, donc qui là est l'appli de tiers de confiance. Vous allez sur l'appli, vous choisissez votre chauffeur, etc. Et vous pouvez après mettre une note, etc., etc. Le smart contract, vous allez contacter directement votre chauffeur, vous allez écrire un contrat avec lui, vous allez dire, OK, moi, en tant qu'utilisateur, si le chauffeur il vient me chercher et puis si j'arrive à la bonne adresse à la bonne heure, les euros que j'ai bloqués dans le smart contract, je lui donne automatiquement. Par contre, à l'inverse, s'il vient me chercher ou s'il vient pas me chercher, moi, ça me rembourse directement. Et s'il vient me chercher et puis que j'arrive jamais à la bonne destination, ça me rembourse aussi. Donc là, c'est vraiment un contrat que vous signez entre vous deux, sans aucun tiers de confiance. Et quoi qu'il se passe à la fin, quelles que soient les conditions, vous aurez une résolution, une solution au problème. Ce smart contract ressemblerait concrètement à un truc quand j'arrive à ma destination, donc le chauffeur d'Uber recevrait son argent. C'est ça, c'est ça. Et donc, grâce à Ethereum, vous pouvez coder des smart contracts directement sur la blockchain. Et donc, après, ça ouvre les possibilités d'interaction entre tous les smart contracts. Vous pouvez, là, le smart contract que vous avez chez Uber, vous pouvez l'interconnecter avec celui de l'assurance. Et puis, au final, si c'est à cause de votre Uber que vous êtes en retard pour votre avion, c'est Uber, enfin non, du coup, c'est pas Uber, mais c'est le smart contract qui remplace Uber qui va vous rembourser, par exemple. Donc là, on a parlé du coup de Bitcoin et d'Ethereum. Il en existe des milliers d'autres. Là, juste sur l'écran, on a le Litecoin qui, sa proposition de valeur, c'était de baisser les frais. On a le Lumen et le Ripple qui sont des cryptos qui veulent être utilisés par les banques, surtout pour des transferts interbancaires et internationaux.
On a le Monero qui est une des seules, il y en a très très peu, mais des cryptos anonymes pour le coup. Donc là, il n'y a pas de traçabilité sur les transactions, sur le montant des wallets, etc. Et ensuite, on a Doge à la fin. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler dernièrement avec Elon Musk, mais il en a beaucoup parlé. Doge, ça n'a aucune utilité, c'est un meme coin. Après, c'est un actif spéculatif comme n'importe lequel autre. Simplement, voilà, ça n'a aucune utilité. Le technique pour un coin comme ça, c'est shitcoin. Et j'aime bien le C'est dire. ça. Je vous le dis. Tout à fait. Donc, pour définir une crypto-monnaie, comme pour la blockchain, on a 5 caractéristiques clés. La crypto-monnaie, il faut qu'elle soit ouverte, donc tout le monde peut y accéder. Que ce soit Tidiane ou moi qui voulions acheter du Doge, on peut. Il n'y a pas de distinction entre notre pays, notre âge, notre ethnicité, tout ce qu'on veut. Elle est publique, donc elle doit pouvoir être vérifiable, que ce soit sur les transactions, les portefeuilles, etc. Il ne doit pas y avoir de frontières. Ça serait un peu bête d'avoir une crypto-monnaie qu'on ne puisse pas envoyer d'un pays à l'autre. Donc, il ne doit pas y avoir de limitation douanière et surtout, ça doit être totalement dématérialisé. C'est un peu le principe. Ça doit être totalement neutre. Donc, tous les utilisateurs doivent être traités de la même façon. Encore une fois, que ce soit Tidiane ou moi ou Majid, si on arrive sur le réseau Bitcoin, le réseau, il nous considère comme l'utilisateur 1, 2, 3. Il ne va pas dire OK, alors Majid, il a plein d'argent, donc je vais lui donner plein de super avantages sur le réseau. On va arriver, on sera tous au même niveau. Et ensuite, ça doit résister à la censure. Donc, ça doit être impossible d'empêcher un transfert. Si moi, je fais un transfert à Tidiane, il ne doit pas y avoir une autorité centrale qui dit « Ah non, Alexandre, tu n'avais pas le droit de faire de virement, donc j'annule ta transaction ». Et un très bon exemple de ça, du coup, c'est Ripple, que beaucoup considèrent comme une crypto-monnaie, mais qui, du coup, par rapport à ses caractéristiques, n'en est pas une, parce que tout le monde ne peut pas y accéder déjà. Ensuite, elle ne résiste pas à la censure. C'est arrivé plusieurs fois que des transactions sur le réseau Ripple soient interrompues et annulées par Ripple lui-même, par l'entreprise Ripple, parce que Ripple, c'est pas une blockchain publique non plus, c'est une blockchain semi-publique et tout un tas d'autres choses. Mais voilà, donc là, c'est les 5 caractéristiques pour définir une crypto-monnaie. Pour tout ça, parce que c'est gigantesque, comme on vient de le dire, il y a des milliers de cryptos. On a plusieurs outils. Donc déjà, le premier, c'est CoinGecko. Donc c'est un annuaire en fait qui va vous trier par capitalisation toutes les crypto-monnaies du marché. Je crois qu'il en a un peu plus de, il en a quelques milliers. En soit des crypto-monnaies ou en tout cas des tokens, il en existe des centaines de milliers. Vous pouvez en créer un, tout à l'heure, là, pour $40, vous pouvez créer votre propre token sur la blockchain Ethereum, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, ce genre de site vous permet d'avoir un répertoire de tous les projets, de savoir ce qu'ils font, de savoir qu'est-ce qui se passe, etc., d'un seul coup d'œil. Ensuite, on a prices.noisette.com, qui est un petit comparateur entre le Bitcoin, Ethereum et puis Euro USD. Donc, vous pouvez jouer un peu pour savoir combien coûte un Bitcoin, ou si vous mettiez 10 € aujourd'hui dans le Bitcoin, vous retournez demain sur le site et puis vous mettez votre nombre de Bitcoin et puis vous verrez combien vous avez en euros. Donc là, c'est pour faire des petites conversions entre toutes les monnaies. Ensuite, on a blockchain.com, qui est un explorer de blockchain. Donc, tout à l'heure, on vous disait que les blockchains publiques, elles doivent être totalement ouvertes et tout le monde doit pouvoir accéder à l'information. Blockchain.com, c'est un site en fait qui va vous montrer toute cette information. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les transactions, tous les portefeuilles, tous les derniers blocs, par qui ils ont été minés, combien de bitcoins ils ont gagné en récompense, qui a transféré quoi à qui, etc., etc. Voilà. Et ensuite, donc pour ceux qui vont faire des petites transactions manuelles sur le réseau Bitcoin, on a bitcoinfees.earn.com qui permet d'avoir une visualisation de la mempool du Bitcoin. Donc en fait, la mempool, c'est vraiment la zone tampon. Quand tous les utilisateurs font des transactions, les transactions, elles se mettent dans une boîte en attente, entre guillemets. Et c'est là où plus vous payez cher de fees, de frais de transaction, plus votre transaction elle ira vite. Donc en fait là, quand c'est orange, c'est que ça va pas vite du tout.
Là, je crois qu'en ce moment, quand vous mettez un Satoshi, ça doit passer peut-être le lendemain ou le surlendemain encore votre transaction. Là, en ce moment, on est plutôt autour des 90-120 Satoshi par transaction pour que ça passe dans les 10 prochains blocs, quoi. 10 prochains blocs qui font donc une centaine de minutes. Et du coup, on va pouvoir arriver sur la partie investissement, donc la dernière partie de notre présentation. Comme ça, on aura le temps de répondre aux autres questions. Donc sur la partie investissement, du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a de nombreuses entreprises qui commencent à s'intéresser sérieusement au Bitcoin. Alors, pas forcément parce qu'elles considèrent que le Bitcoin, c'est le futur, etc. Là, c'est plutôt une stratégie ultra simple de se dire que le dollar, il vaut de moins en moins d'argent. Le Bitcoin, il peut permettre de contrer ça. Quand on voit que Tesla, c'est une des sociétés dans le monde qui a le plus de cash, qui possède le plus de dollars, en fait, quand on parle de centaines de millions de dollars de cash, quand le dollar perd de la valeur, et forcément, quand on a des millions, on perd des millions. Donc, pour Tesla, notamment, c'est une super solution, le Bitcoin. Ça permet de contrer cette dévalorisation. Pour Square, c'est plutôt par rapport au concept. Eux, ils sont plutôt attachés au concept. Et puis MicroStrat, c'est pareil. On a aussi la ville de Miami qui veut acheter des bitcoins pour lutter aussi contre la dévalorisation des dollars et qui veut laisser ses citoyens payer leurs impôts en crypto. Donc ça, la raison, c'est super simple, hein, c'est que plutôt que d'acheter des bitcoins, autant se faire payer en bitcoin. C'est beaucoup plus facile. Et ensuite, concernant les investissements, il ne faut jamais oublier les cycles de marché. Donc là, on en a parlé plusieurs fois, mais on a eu la bulle en 2017-2018. Il y avait déjà eu une bulle en 2015, il y avait eu une bulle en 2011, en 2013, etc. Il y a des cycles où il y a une grande marge ça monte exponentiellement, entre guillemets, et ensuite, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, ça doit casser, ça doit se consolider, ça doit purger le marché, et il faut savoir un peu dans quelle période on se trouve, mais il ne faut jamais oublier qu'un marché, quel que soit le marché, ça ne peut pas faire que monter ou ça ne peut pas faire que descendre, il y a différentes phases, et voilà. Du coup, avant de vous présenter les différentes plateformes, il y a plusieurs choses. Donc, tout à l'heure, on a parlé des clés privées. Donc, ça, c'est quand vous créez votre portefeuille. On a dit que c'est votre boîte aux lettres. Donc, vous avez votre clé qui vous permet d'ouvrir la boîte aux lettres. Cette clé, vous n'allez pas la laisser sur la boîte aux lettres. Vous allez la mettre, vous allez la ranger bien au chaud et vous allez ni la partager sur les réseaux sociaux, ni faire je ne sais pas quoi. On protège ces clés privées. Sachant que quand vous utilisez une plateforme d'échange, comme on va les montrer après, vous ne possédez pas votre clé privée. Vous possédez pas votre clé privée. C'est comme si Binance ou n'importe quelle autre plateforme, ils possédaient toutes les boîtes aux lettres de votre immeuble et ils ont une seule clé pour toutes les ouvrir en même temps. Et vous accédez qu'à votre boîte aux lettres, mais vous n'avez pas la vraie clé. Ensuite, il faut faire attention à tout ce qui est pump and dump. Donc ça, c'est des groupes qui en général vont vous dire qu'elles vont vous envoyer un signal pour de l'achat ou de la vente de n'importe quelle crypto. Elles vont vous dire ok, ça il faut acheter, on va le faire monter jusqu'à la lune, ça va être incroyable. Alors ça en général, ceux qui arrivent comme ça dans les groupes, c'est ceux qui se font plumer. Parce que les organisateurs des groupes, ils ont acheté la crypto en question juste avant et quand ils lancent le signal à tout le monde, en fait, eux, ils sont déjà en train de vendre et c'est les personnes qui achètent lorsque le signal il est lancé qui achètent les cryptos des propriétaires des groupes. Donc, en gros, c'est eux qui s'en mettent plein les poches et vous, si vous allez dans ce genre de groupe, vous allez surtout perdre de l'argent. Ensuite, on a toute la sécurité sur les plateformes d'échange en elles-mêmes. On va par exemple avoir le 2FA. Donc ça, c'est une authentification à 2 facteurs, on appelle ça. Et on peut utiliser, il y a plusieurs applications, notamment Google Authenticator, qui permet de générer un code toutes les 30 secondes. Et avant de vous connecter, vous devez mettre ce code. Donc si vous n'avez pas, pour vous connecter à votre compte, il vous faut votre mail, votre mot de passe, plus ce code qui est potentiellement que sur votre téléphone. Donc ça évite de se faire voler son mot de passe et de se faire voler ses bitcoins. Et ensuite, reconnaître un scam. Donc ça vient surtout avec l'expérience, mais vérifier qui est l'équipe derrière, vérifier toutes les tokenomics, donc toute l'économie des tokens, vérifier que l'équipe qui monte le projet, elle soit vraie déjà, qu'elle n'ait pas monté d'autres projets foireux avant.
etc., etc. Et en général, quand on... Ouais. Non, termine, t'inquiète. Et en général, quand on vous dit envoie-moi X dollars en Bitcoin et je t'en rends le double, bah, il ne faut pas envoyer les Bitcoins, hein, tout simplement. Sinon, celui qui va se faire le double de Bitcoin, bah, c'est celui à qui vous allez les envoyer. Voilà. Ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on utilise sur la plupart des jeux vidéo avec un économie. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est c'est chaud. Juste pour revenir sur la protection de ces clés privées, on insiste vraiment dessus, mais l'adresse de ton wallet, c'est public, comme on dit, comme on a dit, on n'arrête pas de dire, c'est vraiment public. N'importe qui peut trouver l'adresse de ton wallet. Avec que l'adresse, ils peuvent t'envoyer de l'argent ou des cryptos. Mais si il a ton clé privée, en plus de ça, il peut juste directement accéder au wallet. Du coup, c'est très important de, comme on a dit, protéger les clés privées, sachant qu'il a fortement de chances d'avoir ton adresse. Ouais. Les deux vont main en main. Du coup, ça va répondre à plusieurs de vos questions. On a listé plusieurs plateformes d'échange avec chacune ses avantages et ses inconvénients, et du coup aussi différents produits financiers. Aujourd'hui, si vous vous intéressez à la crypto, mais que vous n'êtes pas ni un expert, enfin que vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup de temps dans de l'apprentissage ou dans la compréhension d'interfaces plus compliquées, Coinbase, ça reste la base. Ça coûte très cher en frais de transaction. Donc, le jour où vous allez acheter des bitcoins ou surtout le jour où vous allez les vendre ou les retirer de Coinbase, bah, ça va vous coûter cher. Mais l'interface est super facile. Il n'y a rien de plus facile. Vous avez votre carte bleue, vous achetez des bitcoins en carte bleue. Et puis, c'est une plateforme régulée, bien sûr. C'est une des plateformes qui possède le plus d'utilisateurs. Il n'y a aucun souci, juste ça coûte un petit peu cher. Mais pour les débutants, c'est nickel. En un peu plus complexe, ou même en beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, Binance, c'est tout un écosystème. Mais Binance, c'est un très bon exchange. C'est un des exchanges crypto qui possède le moins de frais de tout, en fait. Quelle que soit votre position ou les trades que vous faites ou quoi que ce soit, Binance, ça coûte moins cher en frais. Surtout si vous utilisez de leur propre token, ce qui vous fait encore plus une réduction. Et ensuite, on a Kraken, qui est une autre plateforme aussi. Il y a un peu moins de pairs. Oui, on n'a pas parlé des pairs aussi, mais Coinbase, je ne sais pas combien on en a. On doit en avoir une vingtaine, peut-être une trentaine grand maximum. Donc, 20 ou 30 cryptos différentes à acheter. Sur Kraken, on va en avoir 40, 50. Sur Binance, on en a 400, en gros. Donc, Binance, c'est vraiment le gros. De toute façon, Binance, c'est le mastodonte de la crypto. Et aujourd'hui, il vous propose du coup de faire le passage de l'euro au Bitcoin, enfin de l'euro à la crypto, que ce soit via carte bleue ou par un virement bancaire, etc. Mais les trois font ça, non, Alex? Oui, tout à fait. Là, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est les plateformes de trading pour passer de l'euro au Bitcoin. Donc vraiment la porte d'entrée vers le monde des cryptos. Parce que du coup, après, on a Kraken, donc qui coûte un petit peu plus cher en frais. L'interface est sympathique aussi. Il y a pas mal de possibilités. Il y a beaucoup moins de volume sur Kraken. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont millionnaires et qui veulent acheter 10 millions de dollars de Bitcoin d'un coup, il vaut mieux aller sur Binance que sur Kraken. Sinon, vous allez, avec le manque de liquidité, vous allez faire pump le prix à vous tout seul. Et pour répondre à la question de Félix, si tu achètes des bitcoins sur Revolut ou sur Boursorama, c'est pas des bitcoins que tu achètes. Alexandre va t'expliquer en plus. Oui, sur toutes ces plateformes, c'est une exposition en fait au bitcoin, mais tu n'auras pas acheté la vraie monnaie. La crypto-monnaie Bitcoin, tu ne l'auras pas acheté. Tu auras acheté une exposition. Donc, Revolut, juste, eux, ils se basent sur le prix. Ils disent, OK, l'utilisateur, il achète à ce prix-là. S'il revend à ce prix-là, et ben moi, je lui dois X ou il me doit X. Enfin, non, il ne peut pas me devoir X, mais je lui dois X. Et puis voilà, c'est tout. On n'achète pas la vraie crypto-monnaie et du coup, on ne peut pas la retirer aussi. Et on ne peut pas devenir propriétaire de ces bitcoins. Parce que quand vous êtes sur un exchange, si vous achetez des bitcoins sur Coinbase,
si vous ne les retirez pas sur votre propre portefeuille, si vous les laissez dans la boîte aux lettres commune, enfin commune, elle n'est pas commune, hein, vous avez votre propre boîte aux lettres quand même, mais tous les bitcoins, ils restent chez Coinbase. Donc demain, potentiellement, normalement, ça c'est pas le cas, mais demain, potentiellement, Coinbase, il ferme, vous n'avez pas vos bitcoins. Les bitcoins, ils sont à Coinbase et vous ne pourrez pas y réaccéder. Par rapport à tout ce qui est trading, etc., un très bon outil, c'est TradingView. Donc, ça permet de réaliser ces dessins sur les graphiques, de voir pratiquement toutes les crypto-monnaies, en tout cas celles qui sont sur Coinbase, Binance, Kraken, elles sont listées sur TradingView. Donc, c'est intéressant pour suivre les cours, suivre les prix, et puis faire ces petits dessins pour faire du trading. Ensuite, on a tout un aspect donc levier, donc l'effet de levier. Donc c'est un autre mécanisme de trading qui est beaucoup utilisé dans la crypto-monnaie, qui est proposé sur plusieurs plateformes, notamment BitMEX qui est l'une des principales, mais aussi Binance Future qui a sa propre plateforme de levier, et aussi FTX. Et donc le levier, en fait, c'est l'utilisation de l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement, comme c'est écrit. Du coup, ça, en fait, si moi je suis la banque, je suis pas la banque, je suis Binance ou je suis Coinbase. Non, Coinbase, ils ne le font pas, je suis Binance. Vous arrivez avec 1000 € sur Binance, mais en fait, vous voulez trader avec 2000 parce que 1000 €, vous n'allez pas gagner assez d'argent. Donc moi, je vais vous prêter 1000 €. Donc là, on est sur un levier en x2, on est sur le tableau là en 2 fois. Donc c'est Tidiane. Tidiane, il arrive avec 1000 € chez moi, sauf qu'il veut trader avec 2000 €. Donc moi, je vais lui prêter 1000 € de ma poche. Donc là, lui, il va trader avec les 2000 €. Par contre, si Tidiane, il perd ses 1000 €, moi, je ne veux pas perdre d'argent. Donc dès que Tidiane, il perd ses 1000 €, moi, je récupère mes 1000 €. Donc temporairement, entre guillemets, Tidiane, il a pu faire du trading avec 2000 €. Mais s'il perd son argent à lui, toute sa position, elle est clôturée. Parce que moi, la banque, Binance, jamais je perds d'argent. Je prête, oui, mais je ne perds pas d'argent. Et donc, le levier, on peut aller sur certaines plateformes jusqu'en 200 fois. Donc, en 200 fois, vous augmentez énormément votre risque, hein, puisqu'une variation du prix, si le prix, par exemple, du Bitcoin, si vous prenez un x200 sur Bitcoin et que le prix chute de 0,05%, ce qui est totalement ridicule, surtout vu la volatilité du Bitcoin, vous perdez tout votre investissement. Donc, potentiellement, avec 1000 €, vous pouvez trader 200 000 €, mais si le prix chute de 0,05, vous avez perdu vos 1000 € de départ. Donc plus risqué. Donc déjà la crypto c'est high risk, high reward. Le levier c'est encore plus high risk et plus high reward aussi. Et les effets de levier, ça existe aussi dans le monde de la finance traditionnelle. C'est un mécanisme tout à fait légal et connu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on ne dirait pas de commencer avec le leverage trading avant de connaître quand même les bases. Tout à fait. C'est énormément plus de risque. C'est sûr. Là, déjà, la première étape, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés pour acheter des cryptos, la première étape, c'est soit de se créer un compte sur Coinbase ou sur Binance, d'envoyer quelques euros. Hein. Ça peut être, alors, envoyez pas 10 €, ça va être compliqué. Si vous pouvez envoyer au moins 30 ou 50 €, c'est pas mal. Parce que forcément, vous avez des frais quand même, hein, même si c'est les moins chers, même si machin. Surtout si vous faites un paiement par CB, vous avez des frais. Ouais. Donc, sur Coinbase, voilà. avec 50 €, ça va vous coûter quand même 7-8 € je pense. C'est assez cher. C'est possible. Mais donc déjà, avant de faire du leverage et de vous faire prêter de l'argent par Binance, si vous achetez quelques dizaines d'euros de crypto sur une de ces plateformes et puis que vous l'échangez contre une autre, parce que du coup, là, on passe de l'euro au Bitcoin, mais ensuite, vous pouvez passer du Bitcoin à l'Ethereum, par exemple. Et puis de l'Ethereum à, j'en sais rien, au Ripple, comme on disait tout à l'heure. Et puis revenir du Ripple jusqu'au Bitcoin. Donc là, avec une cinquantaine d'euros, vous pouvez faire quelques tests comme ça, quelques achats-ventes. Et puis plus tard, vous pourrez voir pour vous faire prêter de l'argent par les différentes plateformes.
Et ben, on sera arrivé à la fin. On a juste un petit mot pour terminer. Donc, on va répondre au maximum de questions où on va pouvoir juste après. Mais du coup, pour finir, on espère que ça vous aura plu. On reste disponible sur LinkedIn, par mail, sur n'importe quel réseau social, par SMS, par téléphone, tout ce que vous voulez. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des points où on n'a pas été super clair, etc. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir de faire la présentation là. Et pour tous ceux qui vont aller s'inscrire sur noisette.com, dès que l'appel sort, on vous offre un abonnement à l'application donc pour pouvoir accéder à tous nos contenus et du coup pouvoir vous former. Normalement, d'ici quelques semaines, ça sort sur les stores, donc c'est clairement le moment de se lancer. Et puis, vous pourrez gagner vos premières cryptos sans mettre rien du tout de votre poche pour faire des tests justement et puis vous lancer et puis voilà, expérimenter un peu tout ça et voir à quel point le système est incroyable et que clairement, il y a quelque chose à faire. Super exciting. C'est Et ça. d'ailleurs, on a même besoin des utilisateurs pour faire des tests de la plateforme. Donc, si vous êtes intéressé de nous aider pour ça, on serait ravis de. Tout à fait. Il y a le lien aussi sur noisette.com. Donc, Noisette, ça s'écrit N-O-A-Z-E-T. Vous avez les mails juste en dessous. Mais donc, n'hésitez pas. Une inscription, c'est un abonnement gratuit dès que ça sort. On va pouvoir reprendre les questions, je pense. Alors, moi, j'en étais ici. Donc, sur quelle plateforme? Donc, ça, on a répondu. Donc, Revolut, voilà. Revolut, Boursorama, etc. Alors, Boursorama, je ne savais pas qu'on pouvait acheter du Bitcoin. Mais dans tous les cas, toutes ces plateformes comme eToro, c'est qu'une exposition au Bitcoin. Kraken, vous allez pouvoir acheter des vrais Bitcoins et les envoyer vers votre wallet, par exemple. Est-ce que c'est possible de hacker une crypto-monnaie facilement? Alors, Tidiane, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais comme quand on veut mettre à jour le protocole, il faut qu'on soit la majorité, et ben en fait, on pourrait mettre à jour le protocole en le hackant, entre guillemets, en ayant la majorité. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque à 51%. Et donc, si une seule personne ou un groupe de personnes possède 51% de la puissance de minage de n'importe quelle crypto-monnaie, et ben potentiellement, elle peut décider d'inventer, enfin de créer plus de tokens et de se les donner à elle-même. Aujourd'hui, sur Bitcoin, c'est presque impossible parce que la quantité de puissance de quelqu'un est astronomique. Mais il y a certains cryptos qui sont beaucoup plus petits ou moins protégés. Voilà. Tout à fait. Alors, tu as un peu bugué, mais du coup, ce que Tidiane il a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mineurs, par exemple, sur le réseau Bitcoin, que c'est très dur de rassembler 51% de la puissance de calcul. En fait, on a plein de pools, donc on a plein de groupes avec ces mineurs, et même si on rassemblait les plus grosses pools entre elles, sachant qu'elles se détestent entre elles, même si elles se rassemblaient, les 3 ou 4 plus grandes pools, elles n'auraient même pas 51% de la puissance. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles cryptos style Pi? Alors, si on parle de Pi Network, c'est des petites cryptos qui sont créées pour tester, pour expérimenter. C'est des cryptos qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ni beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'aspects spéculatifs dessus parce qu'on la distribue gratuitement. Voilà, c'est pour expérimenter. Quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent potentiellement fortement augmenter dans 10 ans? Il y en a plein, il y a des projets sur absolument tout. Les domaines qui vont exploser ces prochaines années dans l'IA, dans la data, dans j'en sais rien, tous les projets crypto qui sont autour de ces domaines, potentiellement, ils peuvent exploser. Tout ce qui est gaming, etc., il y a beaucoup d'argent qui commence à rentrer dans tous ces domaines. Et si une monnaie, elle fait du gaming, si une crypto-monnaie fait un projet dans le gaming, potentiellement, elle peut gagner de l'argent aussi. Pour un investissement sur du long terme, que conseillez-vous? Investir dans du Bitcoin, Ethereum, les mettre à la banque, garder des sous? Alors, les mettre à la banque, un livret A, c'est 0,5% d'intérêt. Non, 0,25%. Bon, pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, sachant que l'inflation, du coup, on est à moins 0,5%. Donc, en fait, garder de l'argent sur un livret A, si vous gardez 1000 € sur un livret A, à la fin de l'année, vous allez gagner 5 € d'intérêt, mais en même temps, sur vos 1000 €,
les 1000 euros auront perdu eux-mêmes 10 euros. Donc, vous aurez perdu 5 euros à la place d'en perdre 10. Mais aujourd'hui, mettre à la banque, c'est sûr que c'est beaucoup plus sécurisé. Le gouvernement français est derrière, etc. L'argent ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais garder son argent à la banque, ça nous fait perdre de l'argent au fur et à mesure. Bitcoin, Ethereum, ça reste la base. Voilà. Mais toujours pas de conseils en investissement. Ouais, j'ai rien à ajouter. Ok. Est-ce que la DeFi, c'est le futur de la crypto-blockchain? Le futur de la crypto-blockchain, peut-être pas. Le futur de la banque, probablement. La DeFi, ça utilise la crypto et la blockchain. Donc, c'est simplement un cas d'usage, un cas d'application de la crypto-blockchain. Mais le futur de ça, je ne suis pas sûr. Je pense que les deux cohabitent ensemble. Est-ce que les petits coins comme le Holo pourraient prendre autant de valeur que le Bitcoin? Alors, il faut faire attention entre la valeur d'un token et la capitalisation totale. En fait, même si vous avez un token, alors je crois qu'Holo, en plus, c'est totalement le cas. Mais le Holo, il y a énormément de tokens qui existent. Donc, je regarde rapidement, mais Holo... Donc, on est 95e dans le classement du market cap et il y a déjà 560 millions de dollars qui sont dans le token. Donc, en fait, même si on a une toute petite valeur sur le token, il y a déjà beaucoup d'argent dedans parce qu'il y a beaucoup de tokens. Le Bitcoin, il y en a 21 millions. Là, HOT, donc, qui est le token de Holo, il y en a 177 milliards. Donc, forcément, il a moins de valeur, mais il y a déjà beaucoup d'argent dedans. Donc, c'est pas parce que un token coûte vraiment pas cher qu'il peut monter et faire une plus grosse progression que n'importe quoi d'autre. Il faut regarder la capitalisation de chaque crypto. C'est ça. Notamment, du coup, sur le site qu'on vous a donné tout à l'heure, qui est CoinGecko. Vous avez toutes ces informations-là. À part le trading, dans quoi est-ce que vous pouvez investir? On en a parlé rapidement, mais il y a des blockchains qui sont en proof of stake. Donc là, c'est vous sécurisez de l'argent pour sécuriser le réseau. Enfin, vous bloquez de l'argent pour sécuriser le réseau. Et à ce moment-là, puisque vous bloquez de l'argent, vous gagnez des intérêts. Donc, puisque vous gardez de l'argent en crypto, si la crypto perd de l'argent, vous perdez de l'argent, mais vous allez gagner plus de crypto. Donc, potentiellement, par exemple, Ethereum, c'est pas encore le cas, mais prenons Ethereum quand même. Ethereum pourrait perdre de la valeur, mais vous gagnerez plus d'Ethereum. Après, si Ethereum prend de la valeur, vous auriez aussi plus d'Ethereum. Et donc ça, c'est autre chose pour investir. Dans la DeFi, en ce moment, on a beaucoup de yield optimiseurs, etc. etc. Il y a des choses à fouiller aussi. Mais oui, il y a des investissements pour du 5 à 20% de rendement APY, donc tous les ans, qui sont très peu risqués par rapport à du trading et qui peuvent permettre de faire grossir un petit peu son capital crypto. Pour rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, Alexandre, quand on investit dans n'importe quoi, la base, c'est de le comparer contre l'inflation. Du coup, si en France, l'inflation, c'est 0,5%, je crois, donc n'importe ce que tu investis dedans, il faut que tes rapports soient plus larges que ça, en fait, pour vraiment gagner de valeur, quoi. Tout à fait. Et ensuite, il y a d'autres solutions aussi. Si toi, personnellement, tu ne veux pas faire du trading, il y a beaucoup de services de bots de trading. En fait, tu vas payer un abonnement, j'en sais rien, entre, disons, 50 € par mois. Et puis derrière, tu as un robot qui va trader tout seul pour toi. Donc forcément, c'est une machine. Voilà, il prend ses décisions tout seul, toi, tu n'y touches pas. Si vous utilisez des bots de trading, n'y touchez pas. C'est le but, c'est de ne pas s'en occuper. Mais ça peut aussi être une bonne solution parce que du coup, ça fait du trading, mais toi, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Merci pour la conférence. Pas de souci. Merci à toi. Vous. Plutôt agir à court ou moyen ou long terme et à partir de quel budget? Avec combien de crypto vous conseillez de commencer et lesquels? Ok, alors, ça dépend de toi, si tu veux du court, du moyen ou du long terme. Ça dépend que de toi et de ta vision. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à te dire du moyen long terme.
j'imagine que tu es très jeune comme nous aussi. Autant voir à moyen ou long terme, on a le temps de capitaliser sur nos intérêts. Ensuite, à partir de quel budget? Si tu as 50 euros, tu peux commencer. Si tu en as 500 000, bah, je te dirais que c'est mieux. Tu vas potentiellement faire plus d'argent que si tu pars avec 50. Et après, combien de cryptos avec quoi commencer? Moins tu en as, plus c'est facile de les suivre. Si tu en as 150, si tous les jours tu dois aller chercher le prix des 150 cryptos différentes et puis les acheter et puis les vendre et puis machin, bah, tu vas pas t'en sortir. Si tu en as deux, c'est beaucoup plus facile. Je vais ajouter à ça parce que moi et Alexandre, on a eu des parcours assez différents. Moi, j'ai littéralement que commencé avec 250 euros en Bitcoin il y a presque 5 ans maintenant. Et ce qu'on dit là, c'est super important de ne pas placer votre argent dans toute une gamme de choses. Avec une quantité bas d'euros, pardon. Si on commence avec pas beaucoup d'euros, c'est super important de juste investir dans peut-être 5, 6 choses différentes. Comme ça, vous pouvez les suivre, vous pouvez vraiment apprendre et comprendre leur progression. Et ça aide surtout au début, quand vous ne serez pas en train de faire masse d'argent tous les jours, de vraiment pouvoir apprendre et prendre votre temps. Parce que c'est super important, tu ne vas pas faire masse de... Tous tes trades ne vont pas être positifs au début. Même maintenant, on fait des trades qui perdent. Tout à fait. Mais, très important aussi, on n'a pas parlé, mais il ne faut pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Oui. Potentiellement, Bitcoin, c'est de l'offre et la demande. Si demain Tesla vend ses Bitcoins, si MicroStrategy vend ses Bitcoins, et si plus personne veut acheter du Bitcoin, ça va à zéro, il n'y a pas de question. Si personne veut Bitcoin, bah, Bitcoin n'a pas de valeur. Encore une fois, ça revient à la confiance. Mais du coup, n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et comme le disait Tidiane, si vous mettez 50 euros ou n'importe quelle somme, mais si vous mettez 50 euros et que vous les divisez dans 10 cryptos différentes, vous allez aussi très rapidement arriver au problème où vous n'allez même plus avoir assez pour acheter et vendre la crypto. En fait, vous aurez tellement des petites sommes dans plein de trucs différents que vous ne serez même pas dans les bons ratios pour pouvoir être autorisé à trade. Donc, vous allez juste avoir des miettes un peu dans tous les sens. Qui seront impossibles enfin, vous ne pourrez rien faire dessus, quoi. Les conséquences du minage sur la génération des cartes RTX et l'annonce de Nvidia. Alors, j'avais pas vu l'annonce de Nvidia sur la baisse des performances. Sur les cartes graphiques en général, c'est clair que l'industrie du mining, enfin, on va le faire dans l'autre sens, l'industrie du jeu vidéo déteste l'industrie du mining parce que on achète toutes les cartes graphiques pour justement sécuriser les réseaux blockchain. Mais de l'autre côté, il y a les gamers, surtout là pendant le confinement, qui doivent acheter leurs cartes graphiques pour jouer aux meilleurs jeux du monde, qui râlent parce que soit ça coûte très cher, soit ça met 3 mois à être livré, etc. En tout cas, c'est clair qu'il y a un problème entre les deux. Après, on pourrait aussi dire que c'est de la faute de Nvidia qui ne produit pas assez de cartes. Chacun sa position, mais c'est clair qu'il y a un problème de stock par rapport à tout ça. Si la blockchain se divise en plusieurs fois parce que les membres de la blockchain ne sont pas d'accord, chacune d'entre elles a sa valeur. Exactement. Si tu poses cette question, c'est que tu as totalement compris. Là, quand on a eu le fork, donc le scindage, dans le scindement, bon, je sais pas, le fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash, Bitcoin aujourd'hui vaut 50 000, Bitcoin Cash, ça vaut je sais pas combien, ça vaut $300, 400, je sais pas du tout, mais bien sûr, ça crée un nouveau token, une nouvelle blockchain avec sa propre valeur. On crée de l'argent, quoi. Tout à fait. Quel pourcentage des transactions de Bitcoin est-il réalisé par de l'IA? Aucune idée. Il y a plein de bots de trading, ça c'est sûr. Il y a plein de automated market makers donc, qui vont faire des ordres sur les plateformes d'échange tout le temps tout seul. Combien? Aucune idée. Beaucoup. Probablement comme dans le marché financier. Il y a certaines personnes qui vont dire que la plupart des transactions sont faites par des bots. Il y a d'autres personnes qui sont complètement pas d'accord. Il y a toute une gamme. Ouais. Tout à fait. Mais moi, oui, ça doit être compliqué en vrai. Beaucoup de transactions. Ouais. Quels sont les risques des smart contracts? Alors, s'il est codé correctement, c'est les mêmes risques que dans un contrat normal. Quand tu écris ton contrat, si tu oublies une clause ou quelque chose,
bah, y a un risque. Dans ton smart contract, c'est exactement la même chose. Si tu oublies d'écrire ton prénom, par exemple, mais que tu autorises que toi-même à utiliser le smart contract, bah, tu ne peux plus l'utiliser, bah, c'est cassé. Comment on crée un smart contract? Ouais, tu veux dire quelque chose? Ah oui, juste pour ajouter, vu qu'avec les smart contracts, on se passe d'un tiers, ça devient super compliqué s'il y a des problèmes après. Vu qu'il n'y a pas de personne impartielle avec qui vous pouvez faire des conversations humaines, il n'y a pas de ça, vu que c'est un contrat qui est codé pour faire ça, en fait. Tout à fait. Alors, on va essayer de prendre quelques dernières questions. Comment on crée un smart contract? C'est du code, du développement. Donc, on crée un fichier texte avec des lignes de code dedans. Je vous avoue, j'en ai pas codé beaucoup des smart contracts, mais on crée un bout de code et puis on le met en ligne. Doge to the moon, pourquoi pas? En tout cas, Elon Musk aurait envie. Est-ce qu'il est bon d'investir dans le Doge? Si tu n'as jamais eu de crypto, je te conseillerais plutôt d'acheter. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais se diriger plutôt vers du Bitcoin ou de l'Ethereum ou des grosses cryptos. Après, le Doge, c'est toujours cool, hein, surtout. L'intérêt du Doge, en fait, c'est que vu que ça n'a pas d'utilité, c'est ce qu'on appelle, comme le disait Tidiane, un shitcoin. Tu peux juste mettre pour le coup 10 € là et puis voilà, rigoler avec ça, voir combien ça va faire dans 2 semaines en te comparant avec tes potes, etc. Mais voilà, Doge, c'est plutôt pour la blague que pour faire beaucoup d'argent. Après, ça se trouve, demain, ça va faire un fois 1000 hein, et tu vas me détester du coup de ne pas en avoir acheté. Mais voilà. La particularité avec Doge, c'est que c'était quand même, c'est un shitcoin, comme on a dit, mais c'était quand même l'un des premiers cryptos qui ont été créés. Donc, il y a quand même un peu de crédibilité, un peu de respect envers le projet, quoi. Tout à fait. Pourquoi tout le monde ne peut pas accéder à Ripple? Alors, je me suis peut-être trompé, mais tout le monde peut accéder à Ripple. Du coup, Ripple, c'était pas une crypto-monnaie parce que ça fonctionne pas contre la censure. Ripple a l'autorisation, l'entreprise Ripple a l'autorisation d'annuler une transaction et de revenir en arrière. Mais tout le monde peut accéder à Ripple, enfin tout le monde peut acheter du Ripple, tout le monde peut voir la blockchain, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut acheter où des crypto-monnaies? Donc ça, normalement, on a répondu à cette question. Et non, c'est pas en bourse. Ou si c'est en bourse, c'est seulement des contrats qui répliquent le prix des crypto-monnaies. Selon vous, pourquoi les smart contracts sont aussi peu connus du grand public? Les cryptos sont très peu connus du grand public. Les smart contracts qui sont un cas d'usage des crypto-monnaies et de la blockchain, ça me paraît assez logique que ça soit encore moins connu. Mais clairement, il y a plein de gens. Aujourd'hui, vous allez, vous connaissez peut-être le fonctionnement des réseaux sociaux, des algorithmes, etc. La majorité du monde ne va pas le connaître, en fait. Donc, vous allez utiliser les réseaux sociaux, vous, en connaissance de cause. Les autres, ils vont utiliser les réseaux sociaux sans savoir comment ça marche derrière. Les smart contracts, c'est pareil, en fait. On n'a pas besoin de savoir que c'est des smart contracts pour que ça fonctionne. Vous allez sur Facebook, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est un algorithme qui va prendre toutes vos datas, qui va faire plein de calculs dans tous les sens, etc. pour utiliser Facebook en soi. Donc là, ça serait comme utiliser Uber, mais avec un smart contract et vous ne sauriez même pas que ça s'appelle smart contract. La transaction dépend de la valeur du Bitcoin au moment où la transaction est publiée ou au moment où le bloc est validé. Alors, aucune des deux. Puisque la transaction que tu vas faire en Bitcoin, tu vas envoyer des Bitcoins. Donc, si tu envoies 1000 Bitcoins, ça vaut toujours 1000 Bitcoins. On compte comme ça dans la blockchain. Il n'y a pas de rapport avec l'euro ou le dollar directement dans la blockchain. Si j'envoie des Bitcoins à Tidiane, je vais lui envoyer un nombre de Bitcoins et non un nombre d'euros qui va valoir quelques Bitcoins. Ça se peut que la question, c'est par rapport au trading, par contre, Alex. Si j'achète des F avec mon Bitcoin. Alors, je ne pense pas, mais si c'est dans le trading, c'est à la date de l'ordre de la transaction elle-même. Ouais, c'est à la date de la transaction elle-même. Que pensez-vous de Leagold? Un très bon projet, comme il en existe des centaines. Ça a beaucoup monté en prix aussi. Aujourd'hui, ça a pris une belle correction. Voilà.
comment on obtient une clé privée? Alors, si tu crées n'importe quel portefeuille de n'importe quelle crypto, en fait, on va soit te donner une suite de caractères indescriptibles et imprononçables, ça c'est ta clé privée, soit on va te donner 12 mots, soit 24 mots. Et donc là, les 12 ou les 24 mots, c'est ça qui correspond à ta clé privée. En fait, Dans si tu... cet ordre en particulier, hein, c'est ça. important de garder l'ordre. C'est ça. Mais si tu as les 12 mots, tu pourras toujours réaccéder à ton wallet. Oui, tout à fait, il y a un replay. Crypto.com est-il un bon exchange? Alors, encore une fois, c'est un avis personnel, mais moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Ça coûte assez cher en frais. La société n'est pas ultra transparente. Après, c'est vrai qu'ils proposent des cartes bancaires avec du cashback, etc. Donc, ça peut être intéressant. Binance, maintenant, ils proposent aussi une carte. Je préférerais diriger les personnes vers Binance que vers Crypto.com. Est-ce que le paiement par crypto-monnaie se popularise? Alors avec le Lightning Network un petit peu, donc c'est le fait de payer seulement quelques satoshi sur une surcouche du réseau Bitcoin, un petit peu, mais en vrai pas trop. En vrai pas trop. La plupart des gens qui ont des cryptos, c'est plutôt pour de l'investissement. Et il y a très peu d'achats de biens et de services en crypto-monnaie. Il y a de plus en plus de sites qui l'acceptent, hein. Même maintenant, Just Eat France, ils acceptent le Bitcoin. Vous pouvez acheter n'importe quoi sur Just Eat en Bitcoin. Mais de là à dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça serait mentir. Même entre potes, Alexandre et moi-même, je pense que sur les 5 ans qu'on se connaît, il y a une fois qu'on s'est remboursé en crypto et on l'a jamais touché depuis et on y rigole toujours parce que ça fluctue en valeur en fait. Il m'avait remboursé 15 €, je crois, et maintenant ça vaut 50 ou un truc comme ça. C'est juste drôle de regarder, quoi. C'est ça. Tout à fait, Kezia. Il n'y a pas de wallet sur Revolut. Exactement. On n'est pas propriétaire des bitcoins, etc. Tout à fait. Pour un petit investissement sur du long terme, investir dans le bitcoin. Alors ça, c'est bon. J'avais répondu à la question. En investissant sur le Bitcoin ou d'autres cryptos par Revolut, les frais de transaction sont plus élevés que sur d'autres plateformes. Alors oui, c'est plus élevé que sur d'autres plateformes, que toutes les plateformes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça coûte plus cher que de trade sur Binance. Sur Coinbase, je pense que ça serait moins cher d'utiliser Revolut, mais depuis Binance, c'est moins cher. Donc Binance, Revolut, Coinbase, en gros dans l'ordre, parce que j'étais pas très clair. Le nom du site, le nom de quel site? Si c'est Noisette, c'est écrit sur l'écran, là, noisette.com, noizet.com. Pas de souci, merci à vous d'être ici pour la présentation. Donc ça, c'est la question, je l'ai. C'est bon. Doit-on croire et suivre certains influenceurs qui en font la publicité? La publicité de certaines cryptos, si c'est de ça dont tu parles, c'est les mêmes influenceurs que n'importe quelle autre marque, etc. À toi de te faire ton avis. Et il y a certains projets, bien sûr, les influenceurs ils vont être payés pour dire que du bien. Donc, faut faire attention. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs wallets? Alors, tout à fait. Tu peux avoir 10 wallets Bitcoin, 10 wallets Ethereum, 150 wallets Ripple. Tu fais ce que tu veux. C'est gratuit. Tu peux créer autant d'adresses que tu veux. Il n'y a pas de problème. Si tu as vraiment beaucoup de Bitcoin, c'est toujours mieux de le diviser en 2, 3, 4 wallets pour encore plus sécuriser le truc. Ça dépend. C'est vraiment par rapport à toi et ce que toi, tu veux faire. Ouais. Combien faut-il de temps et d'argent pour créer une crypto? En ce moment, entre 50 et 100 $ pour créer un token sur Ethereum. Et combien de temps? Ça dépendra de toi, comment tu vas coder, etc. Qu'est-ce qu'on pense du BNB? C'est utilisé dans tout l'écosystème de Binance. Donc, pour information, le BNB, c'est le token de Binance. Et donc, c'est utilisé dans tout leur écosystème. Ils en brûlent régulièrement, donc ils baissent la quantité disponible. Donc, pourquoi pas? Crypto Gaming Engine, oui, tout à fait. Merci, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Utiliser les stop loss, oui, tout à fait. Quand on fait du trading, on peut configurer ce qu'on appelle des stop loss. Donc, c'est une condition qui dit si le prix atteint ce niveau, moi, je vends pour ne pas perdre plus d'argent. Et donc, oui, tout à fait. Selon votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous me conseillez entre la bourse et le Bitcoin? Bitcoin, c'est la volatilité. Enfin, la crypto en général, c'est la volatilité.
Comme on l'a dit tout au long de la conférence, c'est du high risk, high reward. Donc, beaucoup de risques, beaucoup de gains, mais beaucoup de pertes aussi hein, dans l'autre sens. Je préfère personnellement le Bitcoin. Quand on a des journées à moins 20, plus 20%, bah, c'est beaucoup plus intéressant que sur la bourse. 530 $ Bitcoin Cash, merci beaucoup. Si on n'a plus de questions, on est obligé de rester. Bah alors, je ne sais pas si tu as attendu que je réponde à ta question, mais j'imagine que tu peux y aller. Il y a déjà 30 personnes qui sont parties, mais Benjamin, c'est top si tu as fait les 10 000 €. Pas d'inquiétude, on est arrivé à la fin. On va clôturer de toute façon. Ouais, bah on est arrivé à la fin des questions là. Est-ce qu'il faut, je vais juste terminer sur cette question. Est-ce qu'il faut déclarer le portefeuille de crypto-monnaie, il faut le déclarer en fait. Comme votre compte N26 ou Revolut, etc., normalement, vous l'avez déclaré au fisc. Vous avez dit que vous avez un compte à l'étranger. La crypto-monnaie, c'est exactement pareil. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, c'était top. On a presque fait 2 heures de conférence. Merci aux 200 personnes qui sont restées avec nous. Merci beaucoup. Alexandre, Tidiane, merci beaucoup. Merci Bravo également à Sébastien et Louis, qui sont aussi vos 2 autres associés. Donc, c'est une équipe de 4. Je précise aussi à mes étudiants de PSB que vous êtes aussi mes étudiants de 5e année de la Web School Factory. Tout à fait. Donc, voilà, c'est de l'échange inter-école au sein du groupe Galileo. C'est ça. Et donc, voilà, ce qui était bien, c'est voilà, les crypto-monnaies, la blockchain expliquée par les jeunes à des jeunes. Et vous avez un peu présenté aussi Noisette tout à l'heure, rapidement, mais aussi expliqué que Noisette, c'est aussi le développement d'un serious game. Donc ça, je voulais aussi que vous puissiez en dire quelques mots, puisque ça va aussi concerner nos étudiants de PSB qui auront peut-être la possibilité d'y participer dans le cadre de nos simulations pédagogiques à la rentrée prochaine. Oui, tout à fait. Potentiellement, tous ici présents, vous pourrez l'année prochaine avoir du coup un workshop, un cours en fait sur la blockchain et la crypto sous une forme pédagogique très interactive où vous allez pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, avec des modules, etc., tester, interagir avec les différentes choses. On va pouvoir vous donner de la fausse crypto, entre guillemets, et vous allez pouvoir essayer de l'envoyer à vos potes, de faire du trading avec, etc., de gagner un petit peu d'argent, tout ça en fausse crypto, hein, bien sûr. Mais vous pourrez comme ça vous entraîner et faire plein d'essais pour apprendre et comprendre vraiment comment ça marche dans le système. En tout cas, merci pour la qualité de votre intervention à tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour vous. Et d'avoir osé, en tout cas, prendre le chat en main et de répondre à toutes les questions sans exception. Ouais. Même celle de Félix Bechtel, qui est l'un de mes étudiants, qui a posé 3 fois ces questions concernant son petit investissement. Ouais. Savoir où est-ce qu'il va mettre ses petits sous-sous. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà, merci de votre investissement, de votre disponibilité et en tout cas pour la qualité de votre présentation. Eh ben, merci beaucoup. Encore une dernière fois, vous pouvez tous nous contacter sur nos adresses mail ou n'importe autre forme de communication. On est là. Ouais, on reste disponible. Merci beaucoup. Chers étudiants de PSB, n'hésitez pas à mettre dans le chat s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, qu'on pourrait également organiser en conférence comme celle-ci, avec d'autres talents, puisque voilà, ça regorge de talents au sein de PSB, parmi nos intervenants, parmi nos professeurs, enseignants-chercheurs, mais également aussi parmi tout l'écosystème, je dirais, de PSB et de Galileo au sens large. Voilà, donc s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas là, dans les minutes qui suivent, à le mettre dans le chat avant qu'on puisse terminer. Ce sera accessible en replay, donc pas de souci pour ceux qui se sont inscrits via leur lien adresse PSB et adresse de connexion. Vous aurez accès au replay avec un lien qui vous sera certainement envoyé ou une notification, en tout cas via votre compte que vous avez généré sur Livestorm. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout bon appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.